recording. On va faire la correction de l'examen théorique. L'examen pratique, je vous remettrai vos copies au laboratoire. Évidemment, si vous avez des questions, vous venez me voir. Pour l'examen théorique, c'est la même chose. Je vous ai envoyé vos copies hier soir. Si vous avez des questions, venez me voir durant le laboratoire. On pourra regarder ça ensemble. Aujourd'hui, on voit la prothèse Starkey. Et vous avez également des impressions à me remettre à la fin de la journée, s'il vous plaît. Donc, on passe avec l'examen. Ici. Donc, la première section, vrai ou faux. On doit absolument être au centre des cibles lorsqu'on ajuste, c'est faux. Je vous avais dit qu'il faut toucher à la cible, c'est plus ou moins 2, donc on a une marge de 4 décibels. On doit sélectionner un niveau d'adaptation de 80 % lors du pré-réglage pour un nouveau porteur. Non, on fait toujours le réglage aux cibles à 100 % Lorsqu'on va faire l'ajustement au tympan et aux sensations, on pourra se réajuster, mais on fait toujours l'ajustement à 100 %. Un SII de 0 correspond à une audition normale? Non. Un SII de 0 correspond à aucune énergie de la parole disponible pour la personne. La mesure du Larsen peut limiter le contrôle de votre plage de gain lors de vos réglages? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y avait une question, on va le voir plus tard, il y avait une question avec une capture d'écran là-dessus. On utilise le signal UULé pour le RESR, le MPO sur le Verifit? Non, ce n'est pas un signal UULé. Il est possible avec une application d'ajuster une prothèse auditive à distance. C'est la façon d'ajuster, c'est avec l'application, c'est vrai. L'osiogramme in situ disponible dans les logiciels des fabricants est très utile pour l'ajustement des prothèses auditives? Non, pas vraiment. C'est même aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il y en a un, mais on passe vite dessus. On ne s'en sert jamais, à peu près jamais. Ce n'est pas utile. Il est impossible de donner plusieurs fonctions à un bouton d'une prothèse auditive. Au contraire, il est possible de donner plusieurs fonctions à un bouton de prothèse auditive. Donc, il n'est pas impossible, il est possible. Donc, c'est faux. Il est possible d'augmenter le retard de mise en marche d'une prothèse auditive dans certains logiciels. Oui, c'est vrai. Et on peut toujours se fier aux courbes qui sont affichées sur le logiciel et non sur le Verifit lorsque l'on ajuste une prothèse auditive. Ben non, on ne se fie pas aux courbes sur le logiciel, on se fie ce qui est dans le Verifit. Ensuite de ça, des petites questions de courte réponse. Donc, en général, on observe, une similitude. En général, une similitude dans l'ordre des sections à l'intérieur des logiciels de programmation. Veuillez mettre en ordre les sections suivantes de 1 à 3. Donc, le data logging, normalement, apparaît à la fin lorsqu'on compare aux autres. Les composantes acoustiques au début, puis le réglage du gain se trouve en deuxième place. Donc, j'avais quand même choisi 3 sections qui étaient vraiment très typées. Le data logging, c'est carrément à la fin, les composantes acoustiques vraiment au début, puis le réglage, c'est vraiment au centre. C'était quand même assez, je pense, assez simple, mais ça, on y reviendra. Selon la norme ANSI, quel doit être le niveau maximal de bruit ambiant lors de mesures au tympan si votre plus petite mesure utilisée est de 50 dB SPL? La réponse, c'est 40 dB. C'est que la norme nous dit qu'on doit être à 10 décibels. Le niveau de bruit dans la pièce doit être de 10 décibels inférieur à notre plus petite mesure utilisée. Bon, j'ai mis 50, on utilise rarement 50. On utilise plutôt 55, donc il faudrait être de 45. Lorsqu'on est à 65 à 55, bon, c'est 10 décibels de moins que notre plus petite mesure. Pourquoi doit-on toujours afficher le LTAS de la parole forte sur les mesures de pré-réglage? Parce que s'il touche à la courbe du MPO, pour savoir s'il touche à la courbe du MPO, et si c'est le cas, on va faire les ajustements du MPO en conséquence pour éviter que la parole coupe. Chez Unitron, quel est le but de l'utilisation de la technologie Flex Trial? Ça nous donne la flexibilité de choisir des gammes différentes de prothèses auditives pour une expérimentation avec des patients. Donc, ça nous permet de faire tester à des patients du haut de gamme, du milieu de gamme, de l'entrée de gamme, de l'essentiel. Ça nous permet de tester avec le patient dans une période donnée qui va être, je ne sais pas, de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. On peut aller jusqu'à 5 à 6 semaines, ce qui est relativement long. Mais aussi, ce que ça permet, c'est que lorsque la période d'essai est terminée, c'est que la prothèse cesse de fonctionner. Si le patient dit « Ah, il m'a prêté des prothèses, je pars avec, je ne reviens plus, je m'en vais au Yukon avec », il aura beau partir au Yukon avec, mais au bout de 6 semaines, ils vont arrêter de fonctionner. Donc, il va être un peu embêté. Quel élément que vous devez toujours constamment vérifier sur votre logiciel à part les cibles? Les ratios de compression, super important, de s'assurer qu'on ne dépasse pas 3 pour 1. Oui, Patrice? Oui. Par rapport à ça, le logiciel de White Deck,
Par rapport à quoi, Patrice? Par rapport à la question 5. OK, la question 5. Les ratios de compression. Oui. Le logiciel de Widex, il y a souvent des ratios de compression supérieurs à 3. Oui, supérieur. Puis c'est le seul qui ne triche pas, qui nous amène des ratios de compression de 6, 7, 8. Là, je comprends, mais la règle générale, c'est qu'on essaie d'avoir des ratios de compression qui ne dépassent pas 3 pour 1. Dans certaines circonstances, ça pourrait arriver, mais il faut être quand même vigilant là-dessus. Je veux dire, si tu prends le logiciel de Widex et tu as des ratios de compression de 7 pour 1 partout, il y a un problème. Bien, exactement. Puis, c'est là que j'étais un peu embêté par rapport à cette question, parce que de toute façon, on n'y a pas accès au ratio de compression. Donc, peu importe. Bien, tu n'y as pas accès directement, mais je vous ai montré comment y avoir accès indirectement en augmentant légèrement ta parole forte, en diminuant légèrement ta parole faible, et tes ratios vont changer complètement. Ça, je vous l'avais montré en laboratoire. Mais de façon de règle générale, et en théorie, je vous l'avais indiqué dans les premières diapositives, c'est qu'on faut faire hyper attention. Oui, tout à fait, oui. C'est pas, mais tu sais, de Widex, il ne faut pas prendre l'exception comme étant la règle. Widex, c'est vraiment l'exception à la règle. C'est en règle générale. On doit constamment vérifier les ratios de compression. C'est ça qu'il faut faire. À part les cibles, c'est vraiment le ratio de compression. OK. Nommer les 3 objectifs d'appareillage: audibilité des sons faibles, confort de la parole à niveau conversationnel et prévenir l'inconfort et protéger l'audition résiduelle des sons forts. Donc, il y avait comme 4 réponses sur les 3. Là. Il y en a un qui était double. Donc, c'était important de les nommer correctement. L'interface de programmation adéquate pour ce fabricant. Je sais que, bon, normalement, le NOAA Wireless, je pense que personne ne l'a manqué, c'est tout le monde a coché le ProLink. Le SurfLink, c'est uniquement pour Starkey, et le NOAA Link est pour tout le monde, sauf pour Widex, qui est une exception. Oui, Jonathan? La dernière question, j'ai marqué « Rendre les bruits faibles audibles ». Jonathan, oui. Tu viendras me voir au laboratoire et on regardera ça ensemble. Parce que sinon, on va passer toute la journée si tout le monde a des questions. Ce que j'ai dit au début, venez me voir, vous avez des questions, je peux comprendre. Venez me voir, puis on regardera tout ça ensemble sans problème. C'est plus facile de le faire individuellement que de le faire devant tout le monde. Là, c'est pas venez me voir, garde-toi une note, au laboratoire, viens me voir. Donc, c'était pour quelle est l'interface de programmation adéquate pour ce fabricant. Donc, coché, c'était le ProLink. Widex fait différent des autres. Donc, on ne peut pas utiliser le NOAA Wireless, puis le SurfLink était pour Starkey. Donc, que pouvez-vous proposer à un patient qui désire régler le volume discrètement de ses prothèses auditives? Donc, discrètement veut dire qu'il n'approche pas les mains de ses oreilles pour toucher au volume directement sur les prothèses. 2 choix. On avait l'utilisation d'une télécommande ou d'une application. La télécommande est intéressante. La personne peut l'avoir dans sa poche, met la main dans sa poche, pas obligé de pointer sur les prothèses. Et évidemment, l'application, parce que personne ne va savoir que tu n'es pas en train de répondre à un texto ou quoi que ce soit. Donc, l'application, mais la télécommande était un choix aussi qui était pertinent. En clinique, donner un cas pratique où le réglage sur coupleur est utilisé, expliqué, on pourrait avoir, je disais, un cas pratique, mais là, j'en mets plusieurs. Les cas pédiatriques, évidemment, les 0-5 ans, on fait ça directement dans le coupleur. On prend le RECD du patient, du jeune patient, et on fait le réglage en coupleur. C'est impossible de faire des mesures in vivo au tympan avec des gens, des jeunes patients, des gens qui ont un déficit cognitif important, donc qui ne seraient pas capables de comprendre les consignes. Regardez le haut-parleur, il ne faut pas bouger. Il faut garder le silence, il ne faut pas parler, ça peut être très difficile. Des cas, quand je parle de cas de santé mentale qui ne nous permettraient pas de mesurer au tympan, je parle de cas de santé mentale, mais gardons ça très, très large. Là. Ça, on pourrait avoir des gens, par exemple, quand on parle de déficit cognitif, on pourrait avoir quelqu'un, par exemple, qui souffre du syndrome de Down, de la trisomie 21. Donc, c'est plus difficile. On pourrait être capable de le faire parce qu'il est très collaboratif, mais on pourrait avoir quelqu'un qui l'est beaucoup moins. Quelqu'un qui souffre d'un Alzheimer important, donc ça serait difficile. On serait capable de prendre le RECD parce que c'est une mesure qui se fait quand même assez vite. Puis on est capable de faire le préajustement. Donc, c'était de donner un cas et de nous l'expliquer. Encercler sur l'image suivante, raturer, mettre une ligne jaune, peu importe. La section qui permet de régler l'expansion dans le logiciel Phonak, c'est vraiment le réducteur de son faible. C'est vraiment celui-là qui était à entourer parce que c'est important de savoir reconnaître à l'intérieur des logiciels différentes sections. Malheureusement, ils ne les appellent pas tous expansion, ils ne leur donnent pas tous les noms dans lesquels les noms génériques des algorithmes. Dans celui-là, c'était le réducteur de son faible.
Dans celui-là, les programmes manuels sont les programmes supplémentaires. Donc, c'est vraiment les programmes en bas, tandis que les programmes qui sont là, les programmes automatiques, donc ça le dit, c'est les programmes automatiques de la prothèse. Les programmes de diffusion sont les programmes de diffusion, mais qui sont automatiques, tout dépendant de ce qu'on utilise. Dans ce cas-ci, si on utilise, par exemple, je vais juste tasser ici. Donc, si on utilise le partner mic, c'est le microphone déporté. Donc, ça va être automatiquement utilisé si on a le partner mic, le microphone déporté. L'appel téléphonique, ça va être autant, c'est l'appel téléphonique qui est streamé par le Bluetooth, donc par le téléphone cellulaire. Et le Roger Direct, c'est le Roger qui est utilisé comme système MF, que ce soit le table mic, que ce soit le Roger mic, peu importe ce qu'on utilise. Donc, ce sont des programmes automatiques. C'est vraiment les programmes supplémentaires qui sont les programmes dits manuels que le patient va aller chercher via soit son application, via le bouton de la prothèse qu'on aura configuré en conséquence, ou celui de la télécommande. Nommez 3 situations d'écoute pour lesquelles vous ajouteriez des programmes manuels dans une prothèse auditive. Là, il y en avait une panoplie. Golf, marche, sport, voile, travail, téléphone, jardinage, nommez-les, là, il y en a. Les patients vont avoir des situations qui leur sont propres et des fois, les programmes automatiques ne parviennent pas à combler la situation. Donc, on va ajouter un programme manuel puis qui peut être de tout acabit, à acouphène, nommez-les, ça en fait partie. Là. Pour les manufacturiers, parmi les manufacturiers vus jusqu'à maintenant, donc on avait vu jusqu'à Unitron, nommez ceux qui ne possèdent pas, qui ne disposent pas d'un masqueur d'acouphène. Il n'y en a aucun, ils en ont tous. Je ne parlais pas d'efficacité, je ne parlais pas de quelque chose qui était, mais c'est vraiment ceux qui n'en disposent pas, ils en ont tous un, que ce soit un bruit blanc, un bruit rose, un bruit de vague. Et tous les fabricants ont un masqueur d'acouphène. Ils ne sont pas nécessairement tous égaux, mais ils en possèdent tous un. Qu'est-ce que la carnet de données, le data logging? Nommer un avantage qu'il procure lors de vos suivis avec vos patients. Algorithme qui collecte les informations de l'utilisation de la prothèse auditive, du volume, programme, les environnements sonores. Ça nous permet de savoir si le patient utilise sa prothèse et dans quelles conditions et d'ajuster notre counseling en conséquence. Si elle l'utilise, d'ailleurs, il y avait une question plus loin. La madame, elle arrive avec sa prothèse auditive, on va le voir. Puis comment on fait pour savoir s'ils l'ont portée ou pas? C'est vraiment en lisant le data logging. Ensuite, utiliser la mesure RCD ci-dessous pour répondre à la prochaine question. Donc, comparativement à la norme, aux données normatives, quelle serait notre interprétation? C'est que le WRECD serait plus petit que la normale. On est au-dessus de la courbe, ce qui fait qu'on a un conduit qui est plus petit et donc ça prendrait moins de gain dans la prothèse auditive. C'était la réponse. Il n'est pas plus grand. S'il était plus grand, on serait en dessous. C'est un conduit auditif qui est plus petit. Analyser le spélogramme suivant, nommer ce qui est atteint, pas atteint, donc dans les cibles, et nommer ce qui est audible et ce qui ne l'est pas. Donc, on avait quand même une réponse qui était très variée. Il fallait se creuser la tête et s'arracher les yeux. Mais c'est important de bien comprendre qu'est-ce qui est audible, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis quelles sont les cibles qui sont atteintes. Une cible qui n'est pas atteinte ne veut pas dire qu'elle n'est pas audible. Je veux dire, ce qui est audible, c'est ce qui est au-dessus du seuil d'audition. Dans ce cas ici, qu'est-ce qui est au-dessus du seuil d'audition qui est en bleu? Donc, on va avoir la voix forte, par exemple. Ah oui, puis en passant, plusieurs personnes ont comme estimé jusqu'à 1780 Hz. C'est pas, cassez-vous pas la tête comme ça. C'est 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000. N'essayez pas d'estimer 1887 Hz. C'est 1500 ou 2000. N'essayez pas de le voir entre les deux. Là, vous êtes beaucoup cassé la tête, c'est bravo. C'est pas, mais dites-vous que 1500 il est audible, mais que 2000 ne l'est pas. Dites pas 1750 parce qu'on arrive à peu près ici. Cassez-vous pas la tête autant. C'est juste pour ça que je vous dis ça. Expliquez la différence entre mesure split et spliv et quelle est leur utilité. Bien, le split, c'est pour le téléphone, donc lorsqu'on l'appuie directement sur l'oreille. Et le spliv, c'est pour mesurer la performance au niveau du collier magnétique. Le placement dans le VeriFit est différent, évidemment. Donc, il y en a une qui est couchée sur le téléphone simulator, puis l'autre, elle est plutôt debout pour mesurer quelle est la performance verticale de la prothèse. Vous procédez à la mesure de conformité NC d'une prothèse auditive et elle n'est pas conforme aux normes. Vous décidez quand même d'en faire l'ajustement. Quelles en seraient les conséquences? De plusieurs, donc l'ajustement pourrait être inadéquat et imprévisible, manque de puissance probable, peut-être un bris rapide de la prothèse, consommation de la pile trop élevée, donc le patient va se plaindre que ça consomme trop,
Il pourrait y avoir de la distorsion parce qu'elle n'est pas conforme. Donc, il y a quand même plusieurs choses là, qui pourraient être, il n'y a pas uniquement ces choses-là, il y a quand même plusieurs choses là, qui peuvent être mentionnées à ce niveau-là. La sonde est-elle bien positionnée? Justifiez votre réponse. C'est pas, regardez, on a 6 mm entre le tympan et la fin de l'embout et la prothèse auditive, elle est à moins de 5 mm du tympan. Donc, oui, on est bien placé. Je sais qu'on vous a enseigné qu'il faut être au-delà de 5 mm de la prothèse auditive et en deçà de 5 mm. Donc, il faut être à moins de 5 mm du tympan, mais au-delà de 5 mm de l'embout. Sauf que des fois, on n'est pas capable d'être à 5 mm parce que l'embout, soit les conduits sont très courts ou l'embout est très, très long. Mais une des premières choses, c'est oui, on essaie d'être au-delà de 5 mm, mais quand ce n'est pas possible, il faut être minimalement à moins de 5 mm du tympan. C'était surtout ça que je cherchais. Puis avec le dessin, c'était assez clair. Si on a 6 mm, on dépasse pratiquement du 3/4. On est minimalement à moins de 5 mm du tympan. Les réglages ci-dessus sont-ils adéquats? Non. Les ratios de compression, on voit 3,4, 3,6, 3,7, 3,1. Ça revient un peu à une des questions qu'on avait précédemment. Donc, c'était vraiment les ratios de compression qui étaient trop élevés. Donc, il fallait quand même faire attention à ce niveau-là. Le test de Larsen ci-dessus est-il adéquat? Ça fait référence à la question suivante. Non, il n'est pas adéquat. On voit ici en haute fréquence que ça nous coupe énormément de gains. Non, il n'est pas adéquat. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est revoir toute l'emboutologie. Donc, est-ce que notre embout, notre coquille, notre dôme est correct? Il faudrait revoir la ventilation. L'étanchéité de celui-là, est-ce qu'on l'a bien placé? Puis ensuite, on fait la mesure pour s'assurer que c'est correct. Donc, on pourrait à la rigueur aussi faire l'autoscopie et la VCA et s'assurer qu'il n'y a pas de bouchon de cérumen dans l'oreille. Mais théoriquement, on le fait déjà dès le départ avant d'arriver là. On l'a déjà fait dès le départ, mais on pourrait également faire la VCA. Pourquoi doit-on sélectionner le bon écouteur dans le logiciel pour un rythme lors de la programmation? Bien, pour avoir accès à la bonne puissance, et ça pourrait arriver dans certains cas que le logiciel ne fonctionne pas correctement. C'est très rare maintenant, là, mais tu sais, le logiciel maintenant est capable de lire la prothèse et de dire, ben non, là, vous avez un récepteur M, ça devrait être un M, vous avez un S, ce n'est pas la bonne chose, mais c'est très rare que le logiciel ne fonctionne pas. Oticon était un peu plus capricieux à l'époque, maintenant, ils ont réglé ça. C'est quand même moins pire, mais Oticon, si tu n'avais pas le bon type de récepteur, la prothèse ne fonctionnait pas. Si ta prothèse n'était pas mise à jour, le logiciel ne fonctionnait pas. Donc, c'était un peu plus, plus capricieux. Maintenant, c'est moins pire, mais ça pourrait encore arriver chez certains fabricants qui aient des mauvais fonctionnements. Vous débutez la vérification de l'abaissement fréquentiel. Celui-ci n'est pas encore activé. Selon vous, est-ce un bon candidat pour l'activation de l'abaissement fréquentiel? Expliquez pourquoi. Bien, on peut voir, notre signal S, il n'est pas entendu. Donc, oui, c'est un bon candidat. On le met en marche et on refait la mesure et on s'ajuste pour que ça soit entendu. Au surplus, vous aviez la mesure S qui était ici, puis on est vraiment en bas des seuils, donc c'était, oui, un bon candidat. M. Donaldson se plaint que lorsqu'il répond au téléphone cellulaire, il entend toujours l'environnement qui l'entoure trop fort et que cela nuit à son appel téléphonique. À partir de la saisie d'écran ci-dessus, identifiez la source du problème. De quelle façon allez-vous régler le problème de M. Donaldson? Dans la saisie d'écran, le microphone de la prothèse auditive est à 0. Donc, le M de la prothèse est équivalent à ce qui rentre dans le streaming du téléphone cellulaire. Donc, il faut ajuster le microphone de la prothèse auditive en le diminuant, le mettant à -2, -3, -4, de voir avec le patient, pour diminuer l'environnement sonore qui entre à l'intérieur de la prothèse et qui vient nuire à l'environnement sonore, qui vient nuire à l'appel téléphonique. Pardon. Donc, c'est ajuster le micro de la PA en le diminuant. Monsieur Potvin, un nouveau patient à votre clinique que vous venez d'appareiller vous contacte pour se plaindre que son volume, je vais de la misère à lire matin. Donc, il se contacte. Oui, Patrice? Oui, une question pour la question précédente. Oui. Est-ce que c'est uniquement dans un cas de streaming ou bien lorsque la personne répond au téléphone physiquement et la cote? Non, moi, je vous parlais du cellulaire. C'est uniquement pour vos téléphones cellulaires. C'est pour ça que j'avais précisé. Alors que le téléphone… streaming. C'est vrai, on parle de streaming. C'est pas de prendre le téléphone comme ça. Non, non, c'est pas de prendre le téléphone standard. C'est vraiment par rapport au streaming. OK. Jonathan, ta main est levée? Non, c'est bon. C'est juste pour être sûr.
Donc, M. Potvin, un nouveau patient à votre... Non, pas ça, excusez. Oui, un nouveau patient à votre clinique que vous venez d'appareiller vous contacte pour se plaindre que son volume de ses prothèses auditives, c'est redondant, que le volume de ses prothèses auditives augmente chaque semaine, même s'il ne touche à rien. Selon vous, que se passe-t-il? Comment pouvez-vous remédier à la situation? C'est que le gestionnaire d'adaptation a été enclenché et il augmente au fur et à mesure à toutes les semaines, tout dépendant du nombre de jours que vous avez mis pour passer d'une étape à l'autre. Donc, pour remédier à la situation, c'est de le revoir et de parler avec le patient et d'arrêter de mettre à off le gestionnaire d'adaptation. M. Castonguay, Madame Castonguay, Madame, que vous n'avez pas vu depuis 2 ans, se présente à son suivi et affirme porter ses prothèses auditives tous les jours sans exception. Vous êtes un peu surpris car elle vous apporte des prothèses auditives à l'intérieur de la boîte d'origine et les prothèses auditives semblent neuves. De quelle façon pouvez-vous vérifier si Madame porte bien ses prothèses auditives tous les jours? On analyse le data logging, on le voit. Ce n'est pas pour confronter le patient, mais ça nous permet de faire un counseling ou d'adapter notre counseling en conséquence. Le data logging sert à ça. On voit des patients, là, surtout avec la pandémie, moi, il y a des patients que je n'ai pas vus depuis 1 an, même si on les appelait au bout de 6 mois, ils ne voulaient pas sortir. Là, on commence à les revoir. On lit le data logging, puis les patients les ont portés ou les ont pas portés, puis ils nous l'avouent. Bien candidement, écoute, je suis à la maison, j'écoute la télé, j'ai une paire d'écouteurs pour la télé, ça fait 1 an, je ne vois pas personne. Pourquoi je porterais mes prothèses? On leur dit, je comprends. Là, on fait du counseling, c'est quand même important de les porter quand même pour éviter l'absence de stimulation. C'est quand même important, mais c'est surtout quand la personne nous dit qu'elle les porte tout le temps alors qu'elle les porte très peu. Lors de l'appareillage de M. Guy, vous n'avez ajouté aucun programme. Seulement les programmes automatiques sont présents. Il se plaint à son suivi qu'il a de la difficulté à comprendre sa conjointe au restaurant. Pouvez-vous remédier à cette situation? Si oui, comment justifier votre réponse? Si on ne peut pas, il la justifie aussi. En fin de compte, il y a plusieurs façons. First, counseling. Donc, placez-vous dos à la salle à manger, face à un mur. Créer un programme manuel. Si on a une application qu'on peut jouer sur la directivité qui est plus étroite ou encore un microphone déporté. Souvent, lorsque les gens sont prêts à investir, le microphone déporté est la meilleure solution. Lorsque les gens ne sont pas prêts à investir, souvent, pas nécessairement, on pourrait créer un programme manuel, mais c'est souvent le counseling. Si le patient s'assied toujours au restaurant, on s'entend que ça fait pratiquement 1 an que c'est fictif, là, mais on va commencer à retourner au restaurant. Si le patient s'assoit toujours au centre de la salle à manger, le microphone déporté va être la meilleure. Donc, on va faire du counseling, on va faire de savoir comment il s'assoit, où il s'assoit, où il s'assoit dans la salle à manger pour s'assurer qu'on puisse lui donner les bonnes indications. M. Foisy se présente à votre bureau et se plaint que la prothèse auditive coupe lorsque quelqu'un lui parle fortement, donc lui parle fort. Pouvez-vous remédier à cette situation? Si oui, comment? Et justifier votre réponse. On peut voir que le LTAS et le MPO sont un par-dessus l'autre. On voit, là, le LTAS, c'est la zone turquoise, vert, verte, et le MPO est là. Donc, notre MPO est beaucoup trop bas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'augmenter le MPO parce qu'on ne s'était pas méfié lorsqu'on avait fait les ajustements et on refait nos mesures. C'est le MPO, là, on est en DSA, on est très loin. Là. Donc, c'est pour ça, surtout que quelqu'un parle fort, la prothèse coupe. Donc, c'est important de refaire le réajustement. Donc, voici pour l'examen. Pour ceux qui ont des questions, on se verra au laboratoire. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Ça m'arrive des fois que je me trompe dans l'interprétation. On va regarder ça ensemble. Il n'y a pas de problème. Donc, on va stopper ça. Comme je vous dis, puis je vous ai envoyé vos questionnaires hier. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas. On se voit au début du laboratoire. Au début ou à la fin, c'est comme vous le voulez. Là. De toute façon, je suis là jusqu'à de midi à 6. Fait que, il n'y a pas de stress pour ça. Donc, ouais, j'étais 25, c'est bon. Aujourd'hui, on voit Starkey. Donc, aujourd'hui, correction de l'examen, c'est fait. On voit le logiciel de programmation Starkey, puis procédure préliminaire in situ. On ajoute un certain nombre de choses. Ce qu'on va voir, j'ai ajouté 2 petites vidéos qui pourraient être intéressants. Au niveau du placement des prothèses auditives, je pense que ça vaut peut-être la peine de prendre quelques minutes, juste pour être sûr que
on a c'est quelque chose qui peut être intéressant. Le premier, c'est vraiment dans les mesures dans la boîte, puis je vous reviens par la suite. In this short video, we'll look at coupling hearing instruments in the new VeriFit 2 binaural test box. For all wideband and or binaural tests, la vidéo, Patrice. for example, test box excuse. speech map or directional. Ce serait le fun si je fais un share, hein? Tata. Excusez-moi. Bon. We use the 0.4 cc. For all wideband and or binaural tests in the test box, for example, test box speech map or directional, we use the 0.4 cc wideband couplers. This smaller volume is required for high-frequency testing. The binaural coupler microphone is color-coded blue and red for the left and right instruments. For thin tube or receiver in canal products, use the black rubber trick adapter. For some large receivers, it may be easier to insert the receiver into the trick adapter before attaching to the coupler. Slide the coupler into the binaural coupler microphone and position the hearing instrument in the as-worn position, facing the front speaker. The hearing instrument stabilizers can be used to hold it in place. For conventional BTE instruments, you may either use the ear mold substitute or the client's personal ear mold. To couple with the ear mold, use the standard blue putty to seal the medial end of the mold to the coupler. Check that the sound outlet is centered in the coupler opening and that no extra putty is extending into the coupler. As with the RIC products, use the stabilizers to hold the BTE in place. Custom products will also use blue putty, but without the hearing instrument stabilizers. Once connected, simply rotate the instruments and coupler to ensure directional products are facing the front speaker. Move the reference microphones into position. They should be placed 1 to 3 millimeters from the main hearing instrument microphone. For all ANSI standard testing, the 2cc HA1 and HA2 couplers are utilized. Since ANSI tests are monaural, all testing is done on the left side using the blue coupler microphone. BTE products will use the HA2 coupler. All other types use the HA1. Receiver and canal products can be connected to the HA1 coupler using the trick adapter, unless the manufacturer has specified a different coupling method. For custom products, use blue putty. Lift the coupler microphone off the magnet mount and move it to the side. The hearing instrument microphone should be lined up near the center of the black crossbar. For directional instruments, the ANSI standard specifies the axis of directionality face the test speaker. Position the left reference microphone 1 to 3 millimeters from the main hearing instrument microphone. Close the test box and proceed with testing. Donc, c'est ça, je voulais vous montrer. C'était quand même important suite à l'examen pratique où peut-être certaines personnes ont eu de la difficulté avec le VeriFit 2 de placer le NC, c'est bleu. Nos prothèses, on utilise le coupleur. Good morning and oh, welcome to this webinar. Le webinaire, c'est beau. Bon, donc, je trouvais important. Le deuxième, il dure 8 minutes. Je ne vous le passerai pas, mais ça donne un résumé beaucoup sur la façon d'ajuster dans la boîte, de faire nos tests. Il est intéressant, il y a plusieurs features, en mauvais français, plusieurs options qu'il y a sur le VeriFit 2 qui sont quand même intéressantes pour vérifier différentes choses. Je vous demande de le regarder. C'est quand même, oui, c'est en anglais. Tout ce qui se fait est à peu près en anglais. Et vous pouvez également, pour le VeriFit, aller sur le site d'Audioscan. Et vous avez vraiment une library, une bibliothèque avec énormément de vidéos, énormément d'articles ou il appelle ça des topics, là, des petits articles là, qui vous expliquent différentes fonctionnalités.
pour vous assurer de bien connaître et de bien maîtriser le Verifit 2. Je vous conseille très fortement de maîtriser également le Verifit 1. Pourquoi? C'est quand vous allez soit travailler l'été prochain ou quand vous allez faire votre stage en 22, en 21, en 22, beaucoup de cliniques ont des Axiom et des Verifit 1. On n'a pas tous des Verifit 2. Fait que si vous canalisez uniquement vos études avec le Verifit 2, vous allez arriver en clinique. Le Verifit 1, ce n'est pas différent, c'est un peu différent, mais pas tant. Ça reste que c'est AudioScan, c'est la plateforme d'AudioScan. Assurez-vous de maîtriser le Verifit 1 également. C'est important. Je sais que vous travaillez beaucoup sur les Verifit 2, mais on a encore 2 Verifit 1. Assurez-vous de quand même les maîtriser. C'est quand même important de pouvoir travailler avec. Donc, on continue. J'étais rendu ici. Donc, le deuxième vidéo, vous le regardez, il est issu de la bibliothèque de AudioScan et il y a quand même beaucoup de vidéos, c'est quand même intéressant, des vidéos qui datent de 2020, c'est quand même pas idéal. On a quand même des topics qui datent de 2016, mais c'est quand même intéressant. AudioScan, à la rigueur, mettez-le dans vos favoris, là, on s'y réfère, même moi, je m'y réfère assez régulièrement, pas juste pour les mises à jour de mes différentes choses, mais c'est quand même important. Jonathan, tu avais levé la main? Ils ont-tu une chaîne dédiée ou quelque chose comme ça, ou il faut vraiment les trouver? Non, il faut aller directement sur le site d'AudioScan et c'est là que tu vas voir. Là, puis ensuite, tu sais, leur première page est faite en français, c'est assez facile de s'y retrouver. Puis quand on va dans la bibliothèque, c'est carrément sur le site. Ils ont toutes probablement que sur YouTube, tu tapes AudioScan, tu risques d'en retrouver beaucoup, mais tu vas toutes les retrouver via le site web. Donc, aujourd'hui, nous voyons Starkey avec le Inspire X 2020.1, qui est la nouvelle version. Ça s'ouvre toujours de cette façon-là. Donc, les nouvelles du jour, les nouvelles prothèses, les nouveaux algorithmes et tout, c'est là que Starkey, le logiciel s'ouvre de cette façon-là. Donc, on peut les lire. Phonak fait la même chose. Plusieurs manufacturiers font la même chose, là, comme je ne dirais pas les breaking news, là, mais les dernières nouvelles, les dernières nouveautés, ils nous les présentent. Donc, ça s'ouvre de cette façon-là. C'est la majorité du temps en anglais, même si on a sélectionné la langue française dans notre logiciel, ça s'ouvre, c'est souvent en anglais. Donc, de la façon que c'est fait, c'est relativement simple. On retrouve tous les onglets ici. Et ici, on retrouve, j'y reviendrai à la fin sur ces derniers onglets-là. Et également sur la fiche, sur les petites choses qu'on retrouve en haut. Donc, ensuite de ça, le deuxième onglet, simuler un produit, comme on retrouve chez tous les manufacturiers. À droite, on a tous les filtres. Si on veut des RIC, si on veut des BTE, si on veut nos intras. Et on a simplement, voyez-vous, on a 74 prothèses différentes de disponibles. Patrice et Jonathan, vous avez levé la main? Oui, mais juste une petite question. Quand un fabricant dit qu'ils ont la plus puissante BTE rechargeable, c'est du marketing ou c'est vrai? Est-ce que… Ben là, tu me parles de NIDA, là? Je ne sais pas. Dans la slide précédente, c'est marqué que the most powerful rechargeable BTE. BTE. Ben, BTE. Ils viennent de sortir la NIDA Paradise chez Phonak. Il faudrait comparer les deux. C'est du marketing. Honnêtement, c'est ça, hein? C'est pas… Je fais pipi plus loin que l'autre. C'est comme ça ressemble à ça. C'est ça. Donc, ce n'est pas de l'information qu'on tient compte vraiment. Non, là. Pas nécessairement. Sauf on ne peut pas se fier à ça. The industry most complete line of rechargeable. Ben, oui, c'était vrai, mais in early 2020, on est en 2021. Il faut que tu regardes la date. Si les autres ils disent début 2020, on avait ça. Ben oui, on est en début 2021, on est un an plus tard. Les autres ont fini par rattraper. Il faut le lire en perspective. C'est beaucoup. Probablement qu'ils l'ont eu pendant quelques mois où les manufacturiers sortaient rien. Ils ont sorti eux autres leur Livio, puis que c'était la BTE rechargeable la plus forte, la plus puissante, la plus. Mais à part ça, j'ai pas de. Je suis bien embêté de dire, parce que si tu regardes dans la rechargeable, je sais que Phonak vient d'en sortir une la semaine passée. On a une formation la semaine passée sur la NIDA Paradise.
C'était la plus belle, la plus meilleure, la plus, puis ce qu'il y avait de meilleur au monde depuis l'invention du pain tranché. Jusqu'à temps que Oticon sorte quelque chose, que Widex sorte quelque chose, que Signia sorte quelque chose. Signia s'en vient avec une nouvelle plateforme un peu plus tard en avril, avril-mai. Widex revient avec des choses au mois d'avril, vers la fin avril. Fait que, à un moment donné, ils ont ça pendant une couple de mois, une couple de semaines, puis après ça, les autres arrivent avec d'autres choses. Signia sort une nouvelle plateforme je dirais au printemps. Hein. Évidemment, ils nous disent au printemps, mais pensez que l'été commence le 21 juin. Fait que ça peut être le 4 juin, pour on est encore au printemps, théoriquement. Faut pas mais c'est régulier. Là, cette année, ils sont vraiment dans des lancements là, qui sont quand même importants. Donc, notre fameux catalogue qui nous permet d'aller voir, d'aller chercher des prothèses auditives, d'aller les chercher selon les différents filtres. Fait que ça peut être intéressant lorsqu'on veut faire une recherche, puis de dire, bon, mais chez Starkey, telle prothèse, j'ai-tu du rechargeable, j'ai-tu puissant, quel type de récepteur, j'ai-tu de la connectivité? Souvent, ça nous permet, puis on le fait souvent avec différents produits, différents manufacturiers, même, je vais vous avouer bien candidement, même avec les manufacturiers que je connais beaucoup, que je connais très bien, ils font-tu de la 175? Des fois, tu as besoin d'avoir ça pour aller faire une recherche qui est plus typique, que ça demande un peu plus de recherche. Moi, je trouve ça intéressant. Ensuite de ça, on a le simulateur de perte auditive. Là, je vous ai mis la totale. Là. Mais on est capable d'avoir le patient normal, une audition normale, l'audition de ton patient, les différents bruits courants, le phonème vocal, les phonèmes vocaux, le spectre vocal. Donc, ça nous permet souvent, c'est un outil de counseling. On l'a déjà vu chez d'autres manufacturiers, là, chez Unitron, entre autres. Là, on l'a vu chez d'autres manufacturiers. Ça nous permet de situer l'audition du patient ou par rapport à une audition normale et par rapport à ce qui manque. Donc, c'est intéressant pour ça. Mais ça reste un gadget. Mais c'est intéressant de l'avoir. Ensuite de ça, on clique sur démarrage. Donc, on connecte les prothèses auditives. Évidemment, ce qui est important, c'est de faire attention ici. Donc, est-ce que je lis les paramètres de l'aide auditive? Est-ce que je charge la session précédente? Est-ce que je mets à jour les performances? Moi, j'ai mis à jour la performance et j'ai perdu toutes mes données de data logging. J'étais super fier. C'est pas fait que les diapos du data logging sont vides. Je trouve ça pas. Je faisais 2 semaines, 2-3 semaines que la prothèse fonctionnait, mais bon, que voulez-vous? Donc, évidemment, on peut fonctionner. Dans ce cas-là, j'avais utilisé mon Noalink sans fil, mais on peut utiliser également le Surflink chez Starkey. Donc, pour pouvoir lire les prothèses auditives. Starkey a été très précurseur là-dedans. Quand ils ont sorti leur Surflink, ils étaient bien en avant de la parade pour pouvoir faire de l'ajustement carrément sans fil. Et on se demandait quand est-ce qu'il était pour sortir éventuellement un style de NOAA sans fil, ce qui est arrivé. Et il y a juste Widex qui n'est pas embarqué. On est obligé d'utiliser le ProLink. Dites-vous une chose, à brève échéance, puisque Widex et Signia font partie de la même famille, la même famille s'appelle WSA, Widex Signia Audiology, qui est un peu comme Sonova avec Unitron et Phonak. Donc, probablement que Widex, éventuellement, vont arriver avec le NOAA Wireless, qui va devenir le standard des ajustements, le standard comment ajuster une prothèse auditive. Donc, lorsqu'on clique sur mise à jour de la prothèse auditive, du micro-logiciel, donc, Inspire ne peut communiquer avec la prothèse, éteindre, ça se peut qu'il vous pose la question cet après-midi avec vos prothèses. Ce n'est pas très long à faire. Là. Éteignez l'aide auditive, la rallumer, assurez-vous que la batterie est bonne, désactivez le Bluetooth sur le téléphone jumelé, on n'en a pas, et éteignez les accessoires sans fil si le patient les a emmenés. Et ensuite de ça, lorsqu'on clique, on nous dit, c'est la deuxième fenêtre qui apparaît, donc mise à jour du logiciel. Et ensuite de ça, c'est celui-là qui apparaît. Et là, on se prêt à débuter, on fait la mise à jour et ça y va. Hier, moi, ça m'a duré, ils disent 6-7 minutes. Ça en a peut-être pris 5. Ce n'est pas quelque chose qui est très, très long. Mais beaucoup de manufacturiers ont eu l'intelligence, la grande intelligence, de pouvoir le faire sans fil. Phonak, Widex, non, Phonak, Widex, Signia, Unitron, tout le monde sauf Oticon. Oticon, ils font ce qui est, parce qu'il faut que tu branches la prothèse avec un fil. Donc, il faut que tu la branches avec un NOAA standard, parce qu'ils ne font pas sans fil. Fait que là, tu cherches les câbles, ça se branche comment? C'est n'importe quoi. C'est pas Widex, pas Widex. J'espère qu'avec la More, avec leur nouvelle plus Polaris, qui vont nous permettre de faire les mises à jour sans fil, parce que là, cours après le NOAA Link
que tu as dans un des bureaux où il est tout pété, puis là, il faut que tu branches avec des fils. C'est de la guinée. Puis, en fin de compte, Sonic n'est pas plus brillant et Bernafon non plus. C'est pas... Mais à part de ça, les autres, tu es capable de le faire. Fait que tu n'es pas obligé de rebrancher ou de débrancher la prothèse. Ça fonctionne quand même assez bien. C'est pas compliqué à faire. Tu laisses la prothèse puis ça le fait. Donc, un coup que c'est fait, un grand crochet, c'est facile et on sort de là. Donc, on reconnecte la prothèse auditive. Donc, on voit que c'est disparu. On lit les paramètres de la prothèse où on charge la session précédente. Dans votre cas, on va se brancher lire les paramètres de la prothèse auditive, mais oui, il n'y a pas de paramètres de façon spécifique, mais vous allez voir, on va faire un quick fit sur la prothèse. Donc, il va y avoir quand même une chose qui est importante à ce niveau-là à faire, parce qu'on ne peut pas dire nouvelle session, lire les paramètres ou charger la session précédente. On a juste deux options. Donc, vous allez vraiment lire les paramètres de la prothèse auditive puisque la prothèse n'a pas déjà été programmée. On a évidemment la programmation à distance. Donc, comme je vous disais, on clique sur « Démarrer ». On a juste ici la programmation à distance, mais on va le voir un petit peu plus loin. La programmation à distance, c'est on se branche dessus, on se branche sur la prothèse. Il faut ouvrir une session avec Starkey. C'est un peu tous les manufacturiers fonctionnent de la même façon, que ce soit avec Telecare, que ce soit chez Signa, que peu importe. Alors, il faut toujours être connecté avec le fabricant. Et là, on a déjà fait l'appareillage avec le patient, puis on a déjà setupé, disons ça comme ça, on a déjà fait le setup de la prothèse pour qu'on puisse se brancher via l'application et qu'on puisse faire de la programmation à distance. Ce n'est pas comme je vous expliquais il y a 2 semaines ou avant, ce n'est pas tous les patients qui sont intéressés par ça, mais c'est quelque chose qui est intéressant à faire, même si ce n'est pas tout le monde, mais il faut leur demander s'ils veulent qu'on l'installe dans leur téléphone. Donc, on clique sur « Démarrer ». On se retrouve avec ceci. Ce que j'aime beaucoup avec le logiciel de Starkey, c'est qu'à gauche, on a tous les ajustements et à chaque fois qu'on passe par-dessus un, il y a un crochet vert qui apparaît à côté. Donc, on ne peut pas oublier d'étapes à l'intérieur du logiciel, fait que ça devient intéressant. Comme on peut voir, notre méthode prescriptive, elle est située en haut. Si on clique dessus, on a NL1, NL2, DSL, on a ISTAT, qui est leur méthode prescriptive maison. Mais on a accès à toutes les je pense qu'on a accès aussi à CamFit, je pense. Aussi sur le Verifit 2. Dans la nouvelle version du Verifit 2, on a accès à la nouvelle méthode prescriptive CamFit, qui vient de l'Université Cambridge en Angleterre. Donc, notre méthode prescriptive, on a nos options acoustiques qui sont ici. Donc, et on a également, dans le bas, là, on voit qu'on a comme notre ajustement rapide. On voit chez certains manufacturiers, on a comme l'ajustement rapide. Donc, on contrôle l'occlusion, grave, le gain, les aigus et la sortie maximale. Mais lorsqu'on clique sur appareillage fin, nos options acoustiques s'apparaissent là. Donc, nos options acoustiques, notre crochet, notre coude, le tube, l'embout-auriculaire et la ventilation. C'est assez simple, ce n'est pas super complexe. Mais lorsqu'on clique sur appareillage fin, on voit ici, on a nos ratios de compression. Si on clique, puis on a accès à beaucoup plus, on peut l'avoir en barre de défilement au lieu de l'avoir en fréquence comme ça. Si nos ratios de compression sont allumés, on voit nos ratios qui sont ici. Puis si on clique sur MPO, on voit le MPO qui apparaît en haut. Donc, c'est là qu'on va être capable d'ajuster nos différentes choses. Best Fit qu'on voit ici au centre, si jamais on n'est pas sur nos cibles, parce que là, on lit notre prothèse outil, on clique sur Best Fit et là, ça nous met sur nos cibles. Oui, Jonathan? Je ne sais pas. Oui, c'est-tu parce qu'on ne voit pas le bas de l'écran parce qu'il y a juste 2 ratios de compression sur 3? Oui, mais il y en a toujours 2 sur 3. C'est toujours entre faible et modéré et fort. Alors que c'est toujours dans la relation de ces deux-là. C'est pour ça qu'il y en a 2. Il y en a toujours eu. Il n'y en a toujours que 2. Des fois, ils n'en mettent qu'un seul. Les manufacturiers, quand ils en mettent un seul, c'est vraiment la relation entre faible et fort. Mais quand il y en a 2, c'est entre faible et modéré et entre modéré et fort. Donc, c'est, comme je vous disais, le Best Fit, ce qu'on appelle Best Fit, c'est comme pour que ça puisse s'ajuster sur nos cibles par rapport à la méthode prescriptive choisie. Et par la suite, on y va. RM Target Match, REM, c'est lorsqu'on est capable de faire les mesures en direct. Le REM Target Match, Starkey a un appareil. Moi, je vous dirais, je vais être honnête, j'ai eu une formation pour le faire
l'auto-adjust avec Verifit, je ne vois pas la pertinence à part de perdre du temps. Là. Je ne trouve pas que c'est un gain de temps. Je vais être honnête avec vous autres. Là, parce que là, le logiciel, il est lié au Verifit. Puis là, quand il n'est pas sur les cibles, il fait des ajustements. C'est long. Honnêtement, c'est... Je vous ai déjà dit que je trouvais le micro-ondes long quand ça cuit. Là. Fait que vous imaginez quand là, tu es assis dans l'ordi, puis tu regardes les courbes aller, puis là, ça taponne, puis c'est long. Je ne suis pas capable. Je ne vois pas la pertinence de ça. Peut-être que pour certaines personnes, c'est utile, mais moi, je vois zéro l'utilité de ça. Le speech mapping, c'est un ancien vestige. On va le voir un peu plus tard dans les outils avancés. On faisait ça pour ajuster les prothèses auditives lorsqu'on avait des prothèses qu'on appelait analogiques à contrôle numérique. C'est-à-dire que c'était des prothèses analogiques, mais qu'on ajustait avec l'ordinateur. On ne fait plus ça à cette heure, c'était pas, mais certaines personnes l'utilisent encore, même avec les prothèses numériques. Comme je vous disais, c'est un vestige, on va le voir à la fin du cours. C'est quelque chose qu'on n'utilise plus. On l'a chez Sonic. Sonic, c'était les premiers à utiliser. On avait ça chez Reason à l'époque, il y a super longtemps. Fait que c'est pas assez. On ne l'utilise plus. Donc, ça, c'est notre écran d'accueil où on fait la majorité de nos ajustements. C'est là également qu'on fait l'ajout de nos programmes. On peut faire l'ajout de nos programmes qui sont ici. Comme on peut voir, on a le programme normal et on peut ajouter différents programmes. Et on a le Stream Boost, donc le streaming où on peut venir faire de l'ajustement si on utilise le microphone de table que Starkey a ou si on utilise le microphone, si on utilise le téléphone cellulaire pour l'appel téléphonique ou si on utilise leur boîte télé. Donc, on peut venir faire des ajustements pour ajuster la réponse de la prothèse en fonction du streaming qui rentre dans la prothèse auditive. Pardon. Donc, on a le contrôle de l'utilisateur. Dans ce cas-là, on a 3 situations qu'on peut faire. Donc, pression rapide, qui est le volume de la prothèse. Lorsqu'on pousse et on maintient, on change de programme. Et le mode Edge, qui est lorsqu'on tape en double sur la prothèse. C'est un programme, lorsqu'on a la Livio Edge, qui nous permet d'avoir accès à des... Lorsqu'on double tape dessus, c'est qu'on répond à notre téléphone cellulaire de cette façon-là, par exemple. Donc, le téléphone sonne, je tape 2 fois. Et c'est ce qu'on appelle le mode Edge. C'est une particularité de la prothèse. Honnêtement, sur la Paradise, chez Phonak, ils ont la même chose. Starkey l'a bien fait. Chez Phonak, on taponne, c'est où on tape, puis c'est pas, puis finalement, on finit par répondre avec le suivant, on va manquer l'appel. Chez Starkey, ça fonctionne bien. Le mode Edge nous permet aussi, si on a, par exemple, un iPhone, ça nous permet d'appeler Siri. Donc, si tu tapes dessus et tu n'es pas en appel téléphonique, c'est Siri qui répond sur Apple. Puis là, tu lui dis « Où est mon téléphone cellulaire? » Fait que là, il bip dans ton manteau parce que tu l'as mis au vestiaire puis tu cherches ton téléphone. Tu peux lui demander « Appelle telle personne. » Donc, c'est vraiment la commande vocale. Le mode Edge est intéressant pour ça. Oui, Patrice? Oui, excuse-moi. Edge, c'est le nom du modèle ou c'est une fonction qui s'appelle Edge? C'est une fonction dans la prothèse. La Livio Edge AI 2400, là, comme on voit ici, là, un peu en haut à droite. Livio, c'est la plateforme. Edge, c'est comme une fonctionnalité. AI, c'est pour l'intelligence artificielle. Et 2400, c'est la gamme de prothèses. Donc, Edge, c'est une fonctionnalité dans la prothèse. Si on revient à l'arrière... C'est quoi déjà, Edge? Je pense que j'ai pas saisi. Une fonctionnalité. Oui, mais ça fait quoi? Donc, comme je disais, ce que ça fait, c'est que ça permet, c'est pour ça que c'est marqué double tap, c'est que ça te permet de fonctionner avec ton téléphone cellulaire, d'appeler Siri, par exemple, de répondre au téléphone cellulaire, d'appeler les fonctionnalités. C'est certainement en communication avec ton téléphone. Au lieu d'avoir dans la main, c'est que ça te permet d'y avoir accès, comme on fait avec Siri, que tu le fasses avec ta montre, que tu le fasses avec ton téléphone. Siri étant l'interface vocale de Apple, ben, le mode Edge, c'est ce qui te permet d'accéder à ton téléphone cellulaire. C'est plus clair, c'est plus nébuleux, c'est plus... c'est bon? Dave? Ben moi, ma question, c'est que, par exemple, je vais dans pression rapide, là. Si je voudrais mettre, par exemple, volume de l'aide auditive, ben là, c'est que je sélectionnerais puis je le déplacerais dans... Exact. Okay. C'est effectivement, Dave, c'est là que j'arrivais. C'est que si on veut, par exemple, sur une pression rapide, on ne voudrait pas avoir le volume de l'aide auditive. Ben, on clique dessus, on clique sur le X, on l'enlève, puis là, on prend accessoire marche-arrêt, par exemple, au niveau de la couffaine, parce qu'on a mis au mode sourdine. On voudrait avoir, ben, on va glisser, c'est click and paste, là, on va cliquer et le déplacer pour le mettre à l'intérieur.
c'est de cette façon-là qu'on va le faire. On peut le changer comme on veut. Sauf que dans le double tap, il y a juste le mode Edge qu'on peut avoir. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de possibilité autre que ça. Donc, comme vous pouvez voir, on donne 2 fonctionnalités au bouton. Non, ce n'est pas 3, le double tap n'est pas une fonctionnalité. Mais évidemment, si on avait 2 prothèses auditives, on pourrait avoir la communication binaurale. Donc, ça pourrait être intéressant lorsqu'on pourrait contrôler probablement la prothèse de gauche et de droite de façon indépendante, ce qui peut être intéressant. Donc, évidemment, par la suite, on a quand même 3 autres onglets dans le bas. On en a un qui est le contrôle de volume et la taille des pas qu'ils appellent. Donc, on pourrait avoir des tailles de pas de 2 ou de 4. Donc, comme on peut voir, on passe de moins 16 à plus 4, mais ça, ici, on est capable de le moduler. Je pourrais, là, j'y donne plus 4 en haut, mais j'y donne moins 16, donc 20 décibels au total, mais je peux modifier ces petites flèches-là. Je pourrais lui donner plutôt plus 8 ou plus 16 et juste moins 4 ou plus 8, moins 8. Je peux le faire, ce n'est pas un problème là, sur l'interrupteur, ce qui va nous permettre de travailler à ce niveau-là. Donc, la réserve de gain pour l'acouphène, donc il faut que le programme acouphène soit activé, ce qui nous permet d'aller modifier un peu comme le contrôle de volume là, quand on revient ici. Quand je parlais d'y donner le niveau d'acouphène, au lieu d'avoir accès aux mémoires, d'avoir le niveau d'acouphène, c'est un contrôle de volume du générateur de bruit qui est à l'intérieur de la prothèse. Donc, c'est un détail, là, je vais être honnête avec vous. Là, c'est parce qu'étant donné, quand j'avais pris la diapo, je ne l'avais pas activé tout de suite, mais on va le revoir un peu plus tard. Là, ça devient évidemment où on y a accès. Évidemment, autre configuration, c'est ça, faites attention. Réinitialiser les niveaux sur le changement de programme, c'est que si vous l'activez, à chaque fois que le patient va modifier le volume et qu'il va arrêter sa prothèse auditive, ça va tout effacer. C'est que la prothèse ne gardera pas en mémoire les modifications au data logging. Celui-là, je ne sais pas pourquoi on activerait ça, mais il faut juste faire attention. Là, celui-là, c'est quelque chose qui a été ajouté il y a peut-être 1 an chez Starkey. Il n'y avait pas ça avant. Donc, d'habitude, il n'est pas coché, puis on le garde non coché aussi. Niveau d'expérience, c'est notre adaptateur, c'est notre gestionnaire d'adaptation automatique. Donc, on passe de 1 à 2 à 3. On le met automatique en combien de temps? Ou on le met directement à, on enlève automatique, on le met directement à 3 ou à 4. 4 étant l'adaptation power, donc des patients qui auraient des prothèses auditives très puissantes. Donc, on va cocher plutôt 4 au lieu de le mettre en adaptation. Donc, c'est ici qu'on va le placer. Gestionnaire de Larsen, très performant chez Starkey. Comme on peut voir, là, ici, c'est la marge de gain qu'on a aux différentes fréquences. S'il y avait du feedback, ce qu'on n'a pas, on aurait des flèches oranges qui seraient ici, donc qui viendraient nous couper notre gain disponible avant d'atteindre le feedback. C'est intéressant. C'est une chose importante. Là, évidemment, comme vous pouvez voir, dans les programmes supplémentaires, j'ai ajouté des programmes. Faites toujours le gestionnaire de feedback au niveau 1. Parce que vous pourriez avoir, par exemple, un programme 2 qui serait, je ne sais pas moi, marche, je ne sais pas, sport ou peu importe. Là, vous seriez sur le programme 2 parce que vous avez fait des ajustements, puis là, vous faites votre gestionnaire de Larsen sur le programme 2, mais il ne sera pas influencé par le programme 1. Faites-le toujours sur le programme 1. Faites attention. Ou si jamais il n'est pas activé, peut-être parce que vous êtes sur un programme où il n'y a pas de gestionnaire de feedback comme l'autocoil, la boucle d'induction. Vous êtes sur le programme 4, par exemple. Puis vous dites, ben là, je n'ai pas accès. Pourquoi? Je ne peux pas le mesurer. Pourquoi? Parce que vous démarrez, il est en gris pâle. Vous n'y avez pas accès parce que vous n'êtes pas sur le programme 1. Donc, juste un petit avertissement comme ça. Et je dépasse, ça, vous auriez dû me le dire. C'est pas... Fait que, on se revoit dans 10 minutes. Il est moins 5, on se revoit à 5. Oui, Amélie m'a fait remarquer que Signa avait aussi, c'est vrai, j'ai eu la formation avec Signa, avec la formatrice Roula, puis Signa a sorti aussi une Motion SP rechargeable, donc qui est un BTE puissant rechargeable. On se posait la question, Patrice, tantôt, là. C'est pas, parce que la formation Signa, il y a 2-3 semaines, parce que c'était la semaine passée, celle de Phonak. Fait que, tu vois, les manufacturiers, ce qu'ils font, normalement, ils vont toujours sortir une
ils vont toujours sortir dans leur portfolio les RIC pour ensuite sortir les contours et éventuellement les intras. Et c'est pour ça que Signia n'a pas sorti d'intra dans la génération Experience. Ils vont tous sortir un portfolio complet sur la nouvelle génération de prothèses. Ça fait quand même 1 an et demi qui fonctionne avec. D'habitude, une génération de prothèses, ça dure à peu près 12-18 mois maximum. C'est très rare. Là. Il y a juste Oticon qui l'a étiré, mais je vous dirais que la pandémie a fait qu'il s'est fait pas mal beaucoup moins de recherche et développement à ce niveau-là, mais ça a quand même une influence. Oui, Amélie? Je ne sais pas si tu te souviens, là, mais elle a quand même 61 heures d'autonomie pour l'ASP. C'est vraiment. Oui, c'est quand même assez intéressant. Puis là-dessus, il calcule toujours 4 à 6 heures de streaming. Puis chez Signia, la batterie, habituellement, les chiffres qu'ils donnent, ça correspond quand même. Là, mais Oui, non, c'est assez. Patrice Caron, je sais que toi qui aimes les chiffres, 61 heures d'autonomie. C'est ça. Sauf que théoriquement, le patient il va dormir minimum une couple d'heures. À moins qu'il reste 2 jours debout, ça fait 48 heures. Mais théoriquement, à un moment donné, il va l'enlever. Mais ce que ça fait, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout de la première année, la pile va perdre 10 de son autonomie. Fait que sur 61 heures, 10 elle va tomber à 55 heures. Dans la deuxième année, elle va perdre 5 heures. Fait que, au bout de 6 ans, elle va avoir perdu, ça perd 10 ben, il va mettons qu'elle a perdu 60 ben, 60 de 60 heures, il va rester quand même 30 heures dans la prothèse. C'est parce que les manufacturiers, les premières piles rechargeables, ils nous disaient je perds 10 mais ma pile dure 28 heures, mettons. 24, 26, 27, 28 heures. Mais 28 heures, au bout de 6 ans, je perds 60 il me reste une dizaine d'heures à peu près. Fait que, je ne ferai peut-être pas toute la journée quand je vais arriver à la fin de la vie de l'accumulateur dans la prothèse rechargeable. Mais là, avec des 50, 60 heures, c'est qu'eux autres, ils prévoient que même à la fin de la durée de vie de la prothèse, ben, le changement, la réparation de la prothèse ne sera pas parce que l'accumulateur ne t'offre pas. Ça va être pour d'autres choses. Mais évidemment, à chaque fois qu'on envoie la prothèse chez le manufacturier, il change l'accumulateur. Ça, c'est ce que les manufacturiers nous avaient assuré. Donc, à chaque fois qu'on l'envoie, ils mettent un accumulateur neuf dans la prothèse. Donc, ils s'assurent comme ça qu'ils ne demeureront pas avec un problème, que s'il y a un problème d'accumulateur, ben, ils vont le remplacer. Puis je vais vous avouer bien candidement, là, les prothèses, ils ne les réparent plus. Ils les échangent. Ils ne se cassent même pas la tête, sauf les intras, là, mais tout ce qui est RIC et contour d'oreille, c'est un nouveau numéro de série, puis il t'en donne une neuve. Il ne se casse même pas la tête. T'as encore la main levée, Amélie? Non, c'est bon. Donc, on continue. Donc, c'était notre gestionnaire de l'ARSEN. Donc, comme je vous disais, faire attention de le faire dans le programme numéro 1, sinon la petite case démarrer va être en bleu pâle ou en gris pâle, là, fait que vous n'y aurez pas accès. Donc, outils patient, c'est, rappelez-vous, chez Widex, on avait une espèce de self-test où là, la prothèse faisait un test pour dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On a la même chose chez Starkey. C'est pas donc, si on le teste, ben, la prothèse fait comme une espèce de, de mini-test et de savoir si l'écouteur fonctionne, si le microphone fonctionne ou si le circuit fonctionne. Évidemment, si vous écoutez la prothèse auditive, la prothèse est morte, il n'y a pas de son, puis vous avez un contour d'oreille qui dit que c'est l'écouteur, le microphone ou le circuit qui fait défaut, de toute façon, tu vas l'envoyer. Puis sur un RIC, ce que tu vas faire, c'est que ça ne fonctionne pas. Tu vas avoir le réflexe de changer l'écouteur pour mettre le nouvel écouteur et ensuite de ça, si ça marche, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, on l'envoie chez le manufacturier, puis si ça fonctionne, c'était l'écouteur. C'est assez simple. Voyez-vous, on retrouve notre programmation à distance juste ici. Donc, la programmation à distance, on a un code qu'on inscrit qui a été associé au patient et on fait la connexion. Et on se branche directement. C'est un peu, je vous avais montré avec Phonak. Je ne l'ai pas fait avec tout le monde l'offre maintenant, la session à distance. C'est le même principe. C'est avec le téléphone, la caméra que vous avez sur votre ordi, puis vous le voyez comme ça. Une chose chez Starkey qu'ils ont mis dans leur prothèse, et pas seulement sur la Edge, mais sur la Livio, la génération précédente, qui est l'alerte automatique en cas de chute. C'est-à-dire que c'est une case à cocher. Donc, si le patient chute, la prothèse auditive est capable de le détecter. Et on a mis à l'intérieur des coordonnées d'une personne à rejoindre en cas d'urgence. Et c'est comme ça que la prothèse, en cas de chute, peut avertir quelqu'un.
On sait que nos patients qui sont à risque de chute ont souvent soit un bracelet médical, électronique ou quelque chose qui est dans le cou. Puis ils ont souvent une espèce de boîte sur le comptoir de la cuisine. Je ne sais pas, ils ont mis ça beige. Je ne sais pas, c'est couleur lettre. Mais le patient peut appuyer dessus si elle tombe, mais maintenant, c'est suffisamment évolué que quand c'est un bracelet ou quand c'est un pendentif, c'est que ça détecte les chutes. On est capable de l'avoir dans les Apple Watch. La même chose dans les nouvelles Apple Watch avec l'application santé qu'il y a dedans, il y a détection des chutes. Tu peux mesurer ton rythme cardiaque, tu peux faire un paquet de cossins avec, là, mais de plus en plus, on a ça maintenant avec étant donné qu'il y a quand même des senseurs à l'intérieur de la prothèse, fait que la prothèse est capable de détecter que ce n'est pas parce que je l'enlève ou si je l'enlève et je l'échappe, ils vont peut-être détecter une chute à ce moment-là, mais c'est quand même c'est quelque chose qui est intéressant, mais ça existait déjà avant la Edge. Dans la première version de la Livio, il y avait ça dedans. C'est intéressant. On a notre abaissement fréquentiel qui est notre translation, donc qui prend la zone qui est non amplifiée, qui n'est pas amplifiable ou qui n'est pas détectable, qui n'est pas audible. Il faut revenir vers le dire matin, je vais utiliser un paquet de mots pour dire ce que je veux dire. Donc, qui n'est pas audible, on a fait notre S. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait simplement un copier-coller. Donc, elle n'enlève pas la portion qui est compressée, qui est abaissée, disons ça comme ça. Et là, ce que ça nous permet, c'est qu'en fin de compte, c'est assez simple, c'est que ça nous permet, il y a trois contrôles, c'est que ça nous permet de le mettre à on ou à off, donc d'avoir la largeur de la bande, donc on le met dans les petits ronds, et ici, le gain, on est capable d'augmenter l'espèce de boule qui est ici, là, sur le dessus, là. On est capable d'en augmenter le gain. Moi, honnêtement, il va être audible ou pas, parce qu'il faut faire attention qu'il ne devienne pas trop audible pour que, il faut qu'il soit à peine audible. S'il devient trop audible, le problème qu'on va avoir, c'est que là, on pourra avoir de la distorsion, mais parce que là, on a deux sons qui sont ensemble. C'est ça qui ne sera pas super efficace, mettons. Donc, c'est vraiment la façon de faire avec l'abaissement fréquentiel. Donc, on vérifie le S. Est-ce qu'il est audible? Non. Ben, on le met en fonction. On tire une courbe du S. Donc, est-ce qu'il est audible maintenant? Non. Ben, c'est là qu'on va faire les ajustements, surtout en abaissant la largeur de bande là, pour l'amener à ce qu'il soit audible à ce moment-là. C'est assez simple. C'est vraiment, il faut le mesurer. Donc, le gestionnaire de son. Le gestionnaire de son, là, on voit, on a trois cases, disons ça comme ça. 3 onglets, traitement du signal, gestion du son situationnel et mode directionnel. Si on appuie sur détail, voyez-vous, traitement du signal, ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'activer parole dans le bruit et calme. Donc, plus d'expansion, moins d'expansion, et ça nous permet de l'activer. Parole dans le bruit fort, ça nous permet de faire ces ajustements-là de façon spécifique. En haut, ici, on a 1, 2, 3, 4, c'est les programmes. Donc, on a accès à nos programmes qui sont ici. Et Go Live, lorsqu'on clique dessus, c'est que le patient l'entend directement, là, le changement, puis on est capable de lui faire une démonstration de ça. Donc, on les a ici. Lorsqu'on a la gestion du son situationnel, donc on a les transitoires, notre gestionnaire de bruit de vent, machine et la musique automatique. Musique automatique, j'y reviens dans quelques instants. Machine, c'est, je ne sais pas si on mal traduit voiture. C'est un peu, on va aller faire un tour de machine, comme mon grand-père disait. Mais machine, c'est beaucoup plus, c'est vraiment voiture, là, mais c'est mal traduit. Automusique, ce qui est intéressant chez Starkey, c'est que le programme musique, ce n'est pas un programme à part, c'est un programme qui est toujours présent. Lorsqu'on a nos programmes, nos différentes mémoires, et dans les programmes automatiques, dans notre gestionnaire universel, c'est que le programme musique, il est toujours présent, et lui, il est là pour détecter la musique. Donc, si j'écoute un film, puis il y a de la musique dedans, la prothèse va le capter, puis il va venir équilibrer la musique par rapport à la parole, parce que souvent, la musique va avoir une incidence dans un film. À part Activité paranormale, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et chapitre final où il n'y avait pas de musique, pour ceux qui ont vu les films. Pour ceux qui n'ont pas vu de film, c'est un film tourné caméra à l'épaule, des films d'horreur, mais je suis maniaque de films d'horreur. Puis c'est pas, il y a pas de, c'est juste, puis c'est quelqu'un qui se filme dans sa maison parce qu'il y a des activités paranormales. Si vous les écoutez, vous êtes obligé d'écouter de 1 jusqu'à 7 parce qu'il y a une suite dans tout ça. Fait que c'est important de toutes les écouter. Fait que quand vous ne saurez pas quoi faire, là, écoutez, j'ai recommencé à écouter les Marvel, puis dans la séquence dans laquelle on doit les écouter, il y a 20 films, j'en ai 7 d'écouter. On a commencé ça vendredi passé.
Il y en a 20 à écouter. Les Spider-Man ne sont pas dedans, ni les Hulk, mais toutes les autres, mais Disney Plus nous les présente dans la bonne séquence. Fait que tu écoutes, c'est Capitaine America, Capitaine Marvel, là, tu tombes à. C'est pas. Mais c'est bien fait parce que les caméos qu'ils font à la fin ont du sens, alors qu'on écoutait les films de façon. Bon, trêve de tranche de vie. Donc, l'automusique, pour revenir, c'est que la musique est toujours présente. Donc, c'est ça qui est intéressant, parce que la musique est équilibrée, donc on ne perd pas. Contrairement à certaines prothèses auditives où là, la musique va devenir trop embarquée ou on la sentira très peu. Starkey, quand même, c'est intéressant pour ça parce que leur programme a toujours été comme ça. Ça fait très, très longtemps que leurs prothèses sont comme ça. C'est depuis bien avant Livio, bien avant, je pense que ça fait très, très longtemps que c'est comme ça, que le programme musique est toujours présent pour aller capter la musique et venir comme enrichir le signal amplifié. Oui, Patrice? Puis est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure compagnie pour cette option-là? C'était une précurseur. Les autres ont fini par les rattraper. Il y en a quelques autres. Widex, c'est comme ça aussi maintenant, mais il ne l'était pas avant. Mais c'était les premiers à les faire. OK. Je te dirais les autres les rattrapent aussi. C'est ça. En fin de compte, c'est comme je vous expliquais avec la compression fréquentielle. On avait la transposition avec Widex, puisqu'il y avait un brevet Phonak qui a sorti sa compression fréquentielle. Puis là, tout le monde a attendu pour savoir si c'était vraiment valide ou pas. À un moment donné, c'est tombé valide. Fait que là, tout le monde s'est mis à faire de la compression fréquentielle, sauf Starkey qui a dit nous autres, on est un peu différents. C'est un peu la même chose. Les features que les fabricants sortent, ils ont comme une exclusivité dans un certain sens pendant une couple de mois jusqu'à temps que les autres les copient. Fait que c'est pas assez. Comme je vous disais au début du cours, puis même à la session précédente, je vous disais, prenez n'importe quelle prothèse auditive haut de gamme, de dernière génération, de tous les 8 fabricants. Vous allez avoir des produits d'excellente qualité. Certains sont peut-être meilleurs que d'autres à certaines situations. Gestion d'acouphènes, par exemple, Widex et Signia est meilleur. Mais d'emblée, là, vous pouvez prendre n'importe quelle prothèse auditive et vous allez avoir des prothèses d'excellente qualité. Il y a du rechargeable, de la connectivité. Ils ont tous des boîtes de télé, des microphones déportés. Fait qu'on a des prothèses de très, très grande qualité. Le choix qui va être fait, ça va être vraiment très, très personnel dans cette situation-là. Donc, c'est vraiment de cette façon-là, dans le gestionnaire du son, là, je vais juste vous montrer, je recule. Là. Puis le mode directionnel, c'est que dans le détail, si vous allez choisir si on a un mode adaptatif ou omnidirectionnel. Fait que c'est assez simple. Oui, Dave? Ben, c'était juste en lien avec ce qu'on avait vu là, au niveau, je pense que c'était 2 diapos en arrière. C'était gestionnaire du son. C'est que pour ouvrir ces menus-là, justement, faut-tu cliquer sur le petit i, genre? Non, il faut cliquer sur le détail. Ici, le gars, il y a juste en bas, ici, il y a détail, c'est ici qu'il faut cliquer. OK, c'est bon. Parfait. Le I, en fin de compte, quand tu cliques dessus, c'est qu'il va te donner l'information, mais uniquement de paroles dans le bruit fort. Il va te donner une explication. À plusieurs endroits, il y a des petits i comme ça, c'est de l'information supplémentaire. Mais dans ce cas-là, pour y aller, il faut vraiment cliquer sur détail. OK, c'est bon. Juste ici dans les 3 cas. Donc, on a notre gestionnaire d'acouphènes qui est un bruit blanc, tout simplement. Je vais être honnête avec vous, ce n'est rien de super compliqué. On l'active ou on ne l'active pas, on active ou non le microphone, puis on fait des ajustements dedans, mais c'est... Honnêtement, je ne ferai pas de Starkey pour le gestionnaire d'acouphènes. Je ferai du Starkey pour plusieurs autres raisons. C'est quand même un produit fiable. Leur intra rechargeable est quand même quelque chose d'assez novateur. Là, je sais que Signia vient d'arriver avec leur Active Pro, qui est une prothèse rechargeable également en intra, mais qui ressemble plutôt à une Silk chez Signia. Mais Starkey, c'est un intra-auriculaire rechargeable. Ça fait quand même plusieurs mois qu'il est sorti avec la technologie Edge à l'intérieur, la technologie Livio Edge à l'intérieur, très performant. C'est des bonnes prothèses. Starkey, ce n'est pas des mauvaises prothèses. Loin de là, ce sont d'excellentes prothèses. Fait que donc, notre gestionnaire d'acouphènes, il est là. Ensuite de ça, l'onglet suivant est mémoire. Donc, on l'a quand même à plusieurs endroits. Sont souvent redondants. C'est là qu'on va activer nos différentes mémoires. Et comme on peut voir dans le microphone, dans la mémoire 2, qui est bobine d'induction, microphone désactivé, on pourrait l'activer. Puis on peut changer également le microphone, c'est-à-dire la force du microphone, est-ce qu'il est égal ou on peut le diminuer de quelques décibels. Et si on clique sur l'option de configuration additionnelle, donc on peut lier tous nos programmes
On peut inclure un programme personnalisé dans la rotation. Le téléphone, lorsqu'on peut changer, par exemple, sur l'autocoil, lorsqu'on approche le téléphone, il y a quand même un certain délai avant que ça se branche, donc on peut changer ce délai-là. Il y a quand même, écoutez, c'est très, très pointu, mais il y a quand même énormément de choses qu'on peut faire avec une prothèse auditive, comme vous pouvez voir, là, c'est quand même intéressant à cet égard-là. Dans les accessoires, c'est ici qu'on les perd, mais lorsqu'on clique sur le i, c'est là qu'on va voir les accessoires de diffusion. Donc, on a la boîte télé, le microphone à distance et le mini-microphone déporté. Donc, on a quand même différents types de microphones. Puis là, on a l'explication comment le pairer. On a également le microphone de table, donc comment le jumeler. Et on a également le pairage de la télécommande. Donc, on nous explique comment le faire. Donc, quand on regarde, on a nos appareils de diffusion, le microphone de table et la télécommande. Et on peut ajuster nos microphones qui sont ici lorsqu'on a pairé nos accessoires. Donc, c'est là que ça se fait. C'est simple. On tient le bouton. Si on regarde là, ici, là, c'est appuyer une fois sur le bouton pairage qui est ici, puis ça se perd en l'espace de quelques minutes ou quelques secondes. Tandis que le microphone à distance, c'est enfoncer le bouton mode d'entrée, le bouton volume, tu en as 2 pendant 7 secondes. Et ici, c'est double-cliquer sur le bouton marche-arrêt. On nous donne toutes les instructions, c'est simple, c'est facile. Ça fonctionne bien. Le microphone de table, tout le monde maintenant en a un, mais c'est Phonak qui était le premier. Pour revenir à ce qu'on disait tantôt, Patrice, microphone de table, Phonak en a sorti parce qu'ils ont quand même une division système MF qui est très développée. Fait que tous ces appareils-là, ils les ont sortis. Maintenant, les autres manufacturiers en ont. Parce que c'est quelque chose qui est pertinent et qui fonctionne bien. Le microphone déporté, c'était la même chose. C'est le premier qui l'a sorti. Je ne suis pas sûr si ce n'est pas Phonak ou si ce n'est pas Signia. Mais avec Oticon a eu la bonne idée de jumeler le microphone avec sa télécommande et son interface de communication Bluetooth. On a quand même plusieurs choses qui sont intéressantes à ce niveau-là. Ensuite de ça, les indicateurs, on en a une panoplie. On peut avoir l'indicateur vocal, comme on a avec Widex. Donc, normal, téléphone, tonalité, ça c'est sur les programmes, mais la batterie faible, la mise en marche, le téléphone, ça va faire un son. Lorsqu'on a le volume de l'aide auditive, l'accessoire quand il est branché, le sourdine s'en fait un. Écoutez, il y en a, là, puis voyez-vous, là, ça descend, j'en ai d'autres en plus. C'est comme, excusez, là, ici, il y en a, puis il y en a plein. C'est comme, puis je peux le mettre plus fort, moins fort. C'est comme, trop, c'est comme passer. C'est comme, je ne sais pas. Donc, ensuite de ça, ici, on a le sommaire de programmation. Donc, lorsqu'on imprime le rapport, c'est ça qu'on va avoir. Excusez. Pardon. C'est ça ici qu'on va avoir. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on a l'impression du rapport. On imprime de moins en moins, je vais être honnête avec vous autres. Donc, ça demeure quelque chose qui est intéressant à cet égard-là. Ensuite de ça, on a le data logging qui est dans le sommaire de programmation. Voyez-vous, c'est quand même assez volumineux. On a quand même dans les détails des indicateurs, on a quand même beaucoup de choses. Puis on n'avait évidemment aucun accessoire de pair. Oui, Patrice? La différence entre autocoil et bobine d'induction, c'est quoi? Autocoil, ça veut dire qu'aussitôt que tu approches le téléphone fixe de la maison, la prothèse va se mettre en induction. Et la boucle d'induction, c'est ce qui permet d'avoir quelque chose, un collier magnétique quand on écoute la télé, par exemple, ou lorsqu'on va dans une salle de spectacle et qu'il y a une boucle magnétique, c'est ça qu'on va activer pour pouvoir écouter le spectacle. OK. Spliv, c'est la boucle d'induction verticale. Et l'autocoil, téléphone automatique, ça va s'appeler EasyPhone chez Phonak, ça va s'appeler, il va y avoir plusieurs noms. C'est vraiment lorsque j'approche un champ magnétique, ça va automatiquement se déclencher, mais pour le téléphone uniquement. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'autocoil, je vous dirais que vous prenez le téléphone, vous l'approchez de la prothèse auditive, mais il y a un endroit précis où la prothèse va s'activer. Si le patient bouge un peu, ça se débranche, ça se rebranche, ça se débranche, ça se rebranche. Le patient peut trouver ça hyper désagréable, un autocoil, si avec son téléphone fixe, il a tendance à bouger, il tremble un peu, ça va se brancher, ça va se débrancher, puis là, il va perdre la conversation, ça peut être assez désagréable.
Fait que ça, c'est pas, il faut faire attention à l'autocall, puis bien l'expliquer au patient de s'en servir. Puis quand vous répondez au téléphone, vous le placez là. Mais c'est rare qu'on ne bouge pas le téléphone. On fait ça avec le cellulaire, on fait ça avec. Fait que, l'autocall, c'est comme. C'est particulier, mais ça a une. C'est pas. Il faut vraiment que le patient s'en serve correctement là, pour être certain. Dave, ta main est levée. Ben, j'ai juste oublié de l'enlever, là, C'est désolé. correct. Je vais être sûr que je n'oublie pas de questions. Donc, ça, c'est mon data logging vide. Je suis content. Quand j'ai refait la mise à jour, ça a tout effacé. Ça a fonctionné depuis 2 semaines. Donc là, on a quand même beaucoup d'infos. Temps moyen passé par programme, moyenne journalière, temps passé en mode de diffusion, donc avec le streaming, chute détectée, alerte manuelle envoyée, c'est-à-dire qu'on a, avec le mode Edge, on a l'alerte, on peut configurer une alerte manuelle, c'est-à-dire que le patient pourrait appuyer sur sa prothèse et envoyer une alerte manuelle au lieu qu'elle soit automatique via la chute. On a aussi les niveaux d'entrée qui sont dans la prothèse auditive, le volume d'utilisateurs et évidemment le niveau d'acouphène à laquelle le patient l'a utilisé. Évidemment, là, c'est vide, c'est poche, c'est pas très trippant, c'est pas, mais bon, j'aurais aimé qu'on. J'aurais dû prendre la photo avant de faire la mise à jour. Là. Oui, Jessie? Quand il détecte les chiffres, c'est envoyé à qui? Tu l'as configuré à l'intérieur du logiciel. Donc, tu aurais mis, par exemple, le texto de la fille ou quelque chose comme ça, ou du fils, la personne signifiante pour la personne qui va faire que c'est elle qui doit être avertie. Écoute, ça, c'est des patients. D'habitude, les gens qui vont avoir tendance à faire des chutes, c'est des gens qui ont déjà un système. Ils ne prendront pas la prothèse parce qu'il y a une détection de chute. C'est souvent les gens qui vont avoir un bracelet qui est relié à une centrale d'alerte ou qui vont avoir le médaillon sur une centrale qui est liée à une centrale d'alerte. Ces gens-là ont déjà ça. Fait que de l'avoir dans la prothèse, écoutez, c'est quand Starkey l'a intégré à l'intérieur de sa prothèse auditive, c'était pour montrer que la prothèse auditive, ce n'est pas juste une prothèse, c'est un instrument de santé aussi. C'est comme, on veut comme déstigmatiser la prothèse auditive, donc on veut lui donner plusieurs autres fonctions. C'est ça qui est derrière les intra-auriculaires rechargeables, c'est que les patients les portent, mais ce n'est pas juste une prothèse auditive, ça va te servir de paire d'écouteurs pour la télévision, ça va te servir de paire d'écouteurs pour parler avec ton téléphone cellulaire. Fait que ce qui fait que, et c'est pour ça que Starkey les a fait de couleur noire et Signia les a fait de d'autres types de couleurs, c'est qu'on voit je dis nos jeunes, si vous avez des écouteurs sans fil de type intra-auriculaire, rechargeables, c'est exactement la même chose, mais sauf que dans ce cas-là, c'est une prothèse auditive en plus. Donc, ce qui peut être intéressant. Oui, Félix? Tantôt, on parlait de la détection de chute. On pouvait relier ça à un membre de la famille, par exemple, qui reçoit un appel. Qu'est-ce qu'on appelle ou un texto, par exemple, qui reçoit un exact. Ouais. Est-ce qu'on peut directement le relier à la centrale pour que ce soit... Je ne pense pas, parce que ça, tu payes avec un abonnement. Okay. Il faut que tu achètes le bracelet, puis lui, il est relié, puis tu as acheté un abonnement, comme on a sur nos systèmes d'alarme, par exemple, à la maison. Tu payes un abonnement parce qu'il était relié à la centrale. Non, tu n'aurais pas ça. C'est pour les gens qui n'auraient pas ce type de... Mais au Québec, c'est hyper populaire, ça. Les gens CHSLD, les gens qui sont dans leur résidence, qui ne sont pas nécessairement CHSLD, mais qui vivent en appartement dans leur maison, puis qui ont déjà chuté une fois, souvent, le CLSC va leur suggérer très fortement d'avoir ce type de bracelet-là pour éviter que grand-maman qui est dans son appartement, qui tombe, puis qui est tombée entre le mur et son lit, puis qui ne reste pas là pendant 3 heures. Ça arrive dans un CHSLD. Là. On l'a vu, des gens qui sont décédés, pris par terre. Puis bon, c'est un peu l'échec des CHSLD, on s'entend. Mais tu sais, ce genre de truc-là pour que les ambulanciers, les policiers ou peu importe, des gens arrivent rapidement et puissent secourir ces gens-là qui chutent. Tu sais, quand tu n'as pas le pied solide, là, le pied franc, là, puis ça peut être un peu complexe. Donc, c'est notre sommaire dans notre carnet de données. L'analyseur Livescape, c'est une extension, le mode directionnel ou omnidirectionnel, combien de temps je l'ai utilisé. C'est comme d'autres options. Le temps dans le vent, c'est intéressant. Et les niveaux de moyens d'adaptation, donc le volume qui a été utilisé là, à travers les différentes journées. C'est intéressant. C'est un data logging qui est quand même de plus en plus, les data logging sont de plus en plus évolués. Vous avez remarqué, je ne vous ai pas encore parlé d'MC. Hein?
On a fait la programmation complète, on n'a pas vu encore NC. Il est très loin, NC, à l'intérieur de chez Starkey. Il est dans les outils avancés. Donc, si on vient ici, outils avancés, l'audiométrie qui ne sert à rien, je vous la montre et voilà, vous l'avez vu, parfait. L'assistant expert est comme notre gestionnaire d'adaptation automatique, c'est-à-dire que le patient se dit, ben, les bruits de fond sont trop forts, mais j'entends les bruits sont trop forts, c'est quoi? Ben, il faut diminuer les sons faibles, les sons graves ou augmenter la parole dans le bruit. Le bruit de vaisselle et claquant, il va te faire des suggestions. Tu sais, c'est comme notre contrôle post-prothétique 4, là, où là, le patient arrive à rien, puis c'est pas. Donc, des fois, comme je vous ai dit, ça devient intéressant. Donc, il est ici, assistant expert. Et NC, il est dans le mode test. On est loin, là. Il est là, NC. Il faut y penser. Là, cet après-midi, dans le labo, je vous demande un NC. C'est dans les outils avancés dans le mode test. Donc, dans le NC, on voit ici en bas à gauche, on a gain max, gain utilisateur, gain référence. Donc, on utilise gain max, on commence notre mesure. Ensuite de ça, on fait notre mesure. Ensuite de ça, on s'en va au référent, au gain, au RTG. Mais voyez-vous, RTG, là, on peut l'ajuster. On voit ici, là. Donc, pour atteindre notre... On vous a toujours montré faire le NC, puis s'il reste un petit carré vert, bien, des fois, un petit triangle vert, il ne peut pas grand-chose. Mais sur cette prothèse-là, on est capable de l'ajuster. Donc, théoriquement, sur vos NC, il n'y aura pas de petits triangles verts, vous êtes capable de l'ajuster. Vous êtes capable de les ajuster. Donc, vous faites la mesure au complet et ne pas oublier de remettre le réglage utilisateur, c'est super important. Donc, n'oubliez pas de le faire. Donc, évidemment, comme vous pouvez voir, dans notre gain maximum, si on regarde ici, à droite complètement, on a Omni, télécoil. Donc, si vous avez un split ou un split à faire, donc n'oubliez pas de mettre votre télécoil en marche pour pouvoir le mesurer. Je vous parlais tantôt du speech mapping. En fin de compte, c'est une mesure de... C'est un vestige. Puis l'autre, c'est encore pire, vérifier la semi, c'est un truc qu'on utilisait il y a à peu près 20 ans. Le speech mapping, c'est pour voir comment, par rapport à ta courbe de réponse, quand la parole est là, de quelle façon la prothèse réagit, te donne de l'amplification. Honnêtement, là, je vais être bien honnête avec vous, là, on ne se sert pas de ça. Ça existe. C'est les plus vieux audioprothésistes qui étaient habitués de l'utiliser, mais ça a plus de... On fait du speech mapping, on fait un speech map sur AudioScan. Fait qu'on le fait déjà le mapping. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est un vestige. J'ai vérifié la Sony, ça, c'était assez particulier. On vérifiait deux choses. On vérifiait les sons forts et les sons faibles, les sons normaux. Donc, c'était un balayage fréquentiel. Puis là, on disait au patient, là, vous allez entendre. Vous allez entendre les sons, puis il faut lui montrer l'écran. Puis là, quand le son pointe, bien, dites-nous si vous l'entendez, s'il est trop fort, puis on se mettait à faire des ajustements avec ça. On ne fait plus ça maintenant, vérifier la Sony, c'est plus... mais encore là, comme je disais, c'est un vestige qui est à l'intérieur du logiciel et qui permet à certains audioprothésistes qui utilisent encore cette méthode-là, mais qui est plus utilisée. C'est pas, comme je disais tantôt, même le speech mapping, on en fait du speech map qu'on fait avec nos différentes mesures. Donc, ne pas oublier de mettre les paramètres. Ce sont les applications, mais avant ça, j'y reviens. Donc, on a ici nos fichiers, modifications, préférences, outils, affichage, aide. L'outil, c'est là qu'on va trouver l'interface de programmation. Donc, si jamais en branchant cet après-midi vos prothèses auditives, que vous utilisiez le SurfLink ou que vous utilisiez le Noah Wireless, donc, si jamais il n'apparaît pas dans vos interfaces de programmation, allez dans Outils et on va dans Interface de programmation. C'est là que vous allez les retrouver, puis il faut cocher la bonne, celle que vous utilisez. Dans ici, c'est le patient, audiogramme, enregistré, imprimé, undo, et les fichiers musicaux qu'on a à l'intérieur. C'est très simple. Et celui qui est ici, Starkey a été très novateur il y a super longtemps, ce qu'il appelait aide en ligne. Ça s'appelle audiologie en ligne, c'est que tu peux chatter avec quelqu'un en audiologie chez Starkey si tu as des problèmes. Je vous dirais que maintenant, ils sont plus rapides, mais au début, c'était comme long avant qu'ils répondent. C'était plus facile d'appeler, parler au soutien technique parce que j'ai un problème, mais c'était beaucoup plus facile. C'était assez simple. Je vous raconte, chez Phonak, là, on n'a pas des prothèses rechargeables, mais chez les prothèses rechargeables, chez Phonak,
il y a une case qu'il faut cocher. Je me suis fait prendre avec une patiente. La patiente, elle vient me voir, elle dit « Mes prothèses ne fonctionnent pas, c'est des rechargeables. » Elle dit « Quand je les mets dans le chargeur, elle dit quand je les retire, je les mets, puis ça ne fonctionne pas. » Alors que théoriquement, les enlevants du chargeur devraient se mettre en marche, mais chez Phonak, ils ont mis une case à cocher, puis qui n'est pas tout le temps coché, que quand on enlève les prothèses pour éviter que le patient presse sur les boutons, qu'elles se mettent en marche quand elles sortent du chargeur. C'est juste une tranche de vie. Avec un patient, elle est venue, sa prothèse ne fonctionnait pas, mais elle était chargée. C'est juste ça qu'il a fallu que j'appelle le soutien technique, parce que c'était pas qu'avant, on n'avait pas cette possibilité-là. Donc, ils rajoutent des choses, mais ils ne nous avertissent pas tout le temps. Donc, on a enregistré l'appareillage, donc bien important pour être sûr et si on a des commentaires à faire. Nos différentes applications, donc on a la Thrive Connect, Thrive Beta parce que c'était leur première, mais elle est encore disponible. Thrive, c'est leur application pour pouvoir jouer sur des prothèses. TrueLink est une autre application. Il y en a deux qui sont très intéressantes, qui fonctionnent de concert. Relax, c'est pour les acouphènes. T2, c'est l'ancienne télécommande que Starkey avait, mais qui fonctionne sur les vieux modèles. Donc, on l'a. Normalement, on va remettre Thrive et TrueLink et Relax si un patient aurait des acouphènes. Et Ear Coach, c'est quelqu'un, c'est comme dans l'application, c'est comme un journal sonore, un coach qui est en l'air de toi. « Hey, mets tes prothèses auditives, tu les as pas mis depuis 4 jours, qu'est-ce que tu fais? » Non, c'est pas ça. Mais tu sais, Ear Coach, c'est ça. C'est un journal d'utilisation de la prothèse auditive. C'est intéressant comme utilisation qui peut être pour des patients qui auraient besoin. On utilise moins, on fait du counseling avec les patients, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, ensuite de ça, question sur le logiciel. Vous allez l'expérimenter cet après-midi, mais c'est quelque chose qui est, honnêtement, qui est assez intuitif. C'est pas Starkey, il est bien fait, le logiciel, c'est pas, tu fais, puis en plus, c'est par étapes. Signa, qu'on va voir la semaine prochaine, fait ça aussi. À chaque fois que tu as passé une étape, il fait une coche. Il te coche, OK, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça. Fait que ça te permet de voir que tu n'as pas oublié d'étapes. Chez Starkey, tu as énormément d'onglets, fait que t'assurer que tu les as toutes passées. C'est quand même important pour ne pas en oublier. Donc, dans la procédure complète, dans l'appareillage, évidemment, on a l'asepsie, la procédure préliminaire, la mesure au tympan, l'éducation prothétique que vous voyez au cours de réadaptation, puis on a suivi post-prothétique. Donc, dans nos procédures préliminaires, on en a vu quelques-unes, mais l'asepsie, OK, il y a un S de trop. Lavage des mains, désinfection des surfaces de travail et instruments, calibration biologique, donc c'est important de le faire. Vous êtes bien drillé, vous le faites, vous nettoyez même Carl, vous nettoyez le coco pour être sûr que ça lustre. C'est bien, mais garder ces habitudes-là en clinique, c'est super important. Calibration des sondes, inscription des données, patient, NOAA, Verifit, connecter les prothèses auditives avec les accessoires. On se lave les mains. Lorsqu'on a touché, là, c'est pas. Si on est avec le patient, on porte des gants, non, mais quand on a fait ça, on se relave toujours les mains. Accueillir le patient, lui dire bonjour et lui dire le but de la rencontre. Positionner correctement le patient, visualisation des CAE, ajuster, vérifier le confort des embouts, dôme, longueur du fil de l'écouteur, donc de la coquille aussi. J'ai oublié d'inscrire la coquille. Donc, c'est important de vérifier ça avant d'entreprendre n'importe quelle mesure chez un patient. Lorsqu'on insère quelque chose dans l'oreille, on lui dit OK, c'est pas par rapport à la sonde, je vais insérer une sonde à l'intérieur de vos oreilles. S'il y a un inconfort, dites-le moi. Je vais insérer les prothèses auditives dans vos oreilles. Dites-moi si c'est confortable, s'il y a quelque chose. Ça pourrait être un inconfort physique, donc on aurait à modifier la coquille, l'embout ou la taille du fil récepteur. Donc ça, c'est visuel. Théoriquement, vous avez bien mesuré, vous avez bien choisi le fil de l'écouteur, mais des fois, le manufacturier pourrait s'être trompé. Ce qui est plutôt chiant dans le cas d'une coquille pleine où je ne peux pas changer l'écouteur, alors que si j'utilise un dôme et une coquille style slim tip ou un manchon moulé où je suis capable d'enlever le haut-parleur, l'écouteur dans la prothèse. Donc, c'est quand même possible. Donc, parce que les manufacturiers font des erreurs aussi, ça arrive, fait que soyez assurés de vérifier tout ça. Donc, on détecte les prothèses auditives, il faut les mettre en sourdine. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est important que ça soit en sourdine parce que des patients vont peut-être trouver que leur acouphène va se déclencher s'ils entendent un sifflement. Donc, il faut faire attention. Elles ne se mettent pas toutes en sourdine d'emblée. Donc, c'est important de le faire et d'être vigilant à ce niveau-là. On effectue le test de Larsen. Donc, comme on a vu, on n'a pas mis les sondes encore à l'intérieur des oreilles. Donc, on donne les instructions.
On place correctement par la suite les sondes et les embouts, dômes, coquilles à l'intérieur des oreilles. Avant ça, on fait une VCAE. Quand on place les sondes, on fait une VCAE, évidemment pour s'assurer que tout est correct. On place les embouts. On donne les instructions aux patients pour le test de feedback. C'est de mon cru. C'est que nous allons procéder à une mesure de l'étanchéité de vos prothèses auditives dans vos oreilles. Vous n'avez rien à faire. Vous allez entendre un son dans vos oreilles. La mesure dure environ 25 à 30 secondes. Si le son est trop fort, s'il vous plaît, me le mentionner. Il faut garder le silence durant la mesure. Est-ce que vous êtes prêt? Le patient répond oui. C'est parti. On peut ajouter la mention que le test va commencer, si on est appareillé en binaural, par exemple, le test va commencer avec votre oreille gauche et après ça, il va le faire dans l'oreille droite. Contraire, il va le faire dans l'oreille droite et après ça, il va le faire dans votre oreille gauche. Mais des fois, le test n'est pas consécutif. Il faut le partir, il faut le mettre en marche nous-mêmes individuellement. Donc, on fait juste dire au patient, si le test se fait consécutivement, donc ça va commencer dans telle oreille, ne vous surprenez pas quand ça va partir, mais il ne faut pas parler. Parce que comme je vous ai déjà raconté, on est des patients quand ça part, « Ah, je l'entends! » Excellent, vous l'entendez, on recommence, s'il vous plaît, ne pas parler. C'est comme un peu, faut juste faire attention. Donc, c'est une mesure de l'étanchéité des prothèses dans les oreilles. Donc, les instructions au RESR, c'est que nous allons procéder à une mesure afin de valider la force des sons forts dans vos prothèses auditives. On l'ignore, évidemment, on ne le répète pas si ça a déjà été fait. Je vais regarder dans vos oreilles pour savoir si je peux effectuer les tests. Je vais vous demander de ne pas bouger. Donc, évidemment, si on a déjà fait la VCAE, on ne leur dit pas. Je vais insérer un tube, une sonde, évitez le mot petit, dans votre conduit auditif ainsi que vos prothèses auditives. Il est possible que cela chatouille ou exerce une légère pression dans votre conduit, que ça vous fasse tousser. C'est normal. S'il vous plaît, ne pas bouger. Durant la mesure, vous allez entendre une série de bips, un balayage fréquentiel, des sons forts. Vous les verrez apparaître à l'écran. S'ils voient l'écran, s'ils ne voient pas l'écran, ils ne le verront pas. Il s'agit des sons les plus forts qui pourraient être amplifiés par vos prothèses auditives. Je vous demande de m'indiquer en levant la main si un ou plusieurs de ces sons-là, les sons sont trop forts, c'est-à-dire que vous ne pourriez pas les tolérer, ne serait-ce que quelques secondes. Donc, ça, c'est ce que vous retrouvez dans votre guide d'évaluation des compétences cliniques, donc les instructions au RESR. Donc, on fait la mesure RESR, on ajuste aux besoins. Donc, on a donné déjà les instructions. Ensuite de ça, on donne les instructions aux patients pour le RER de la parole. Nous allons procéder à une mesure afin de vérifier l'ajustement de vos prothèses auditives. Je vais regarder dans vos oreilles pour voir si je peux effectuer les tests. Puisqu'on l'a fait au RESR, on ne répète pas, je demande de ne pas bouger. Je vais insérer un tube, on l'a déjà fait, la sonde, donc on ne le répète pas. Donc, on lui dit, durant la mesure, vous allez entendre une personne parler en anglais ou en français, tout dépendant de la phrase que vous utilisez, tout dépendant du signal que vous utilisez, donc c'est lui important. C'est important de lui dire ce qu'il va entendre. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à répéter. La mesure s'effectue automatiquement, il est important de ne pas bouger ni de parler durant la mesure. Donc, moi je trouve que ce qui est important aussi, c'est de lui dire, là, vous allez entendre une voix normale. Ensuite de ça, quand on fait la voix faible, de lui indiquer que la voix va être faible, parce que si on ne lui dit pas, il y a des patients qui vont dire « Ah, ben ça, c'est moins fort. » On le sait que c'est moins fort, c'est prévu. Fait que de lui dire, là, vous allez entendre la voix normale, là, vous allez entendre une voix faible, on fait nos mesures, là, vous allez entendre une voix forte. Donc, c'est pas... Et évidemment, on refait la mesure du RESR. Donc, on effectue les mesures parole et on ajuste aux besoins 55, 65, 75. Et on refait la mesure RESR. Et évidemment, en refaisant la mesure RESR, parce qu'avec l'ajustement du gain, ça peut avoir une influence, réafficher le LTAS fort. Parce qu'aussitôt qu'on refait la mesure, le LTAS disparaît. On va faire la mesure du 75, mais n'oubliez pas de réafficher le LTAS de la voix forte. Donc, bien important. Cet après-midi, NC prothèse Starkey, pré-réglage avec Carl et mesure RECD. Je vous invite pour faire le test du... je vais ouvrir le 503. Amélie, ça marche-tu dans le 503? Oui, good. Et on va les salles aussi au 400. Donc, en équipe, vous pourriez descendre avec une tête Carl et descendre en bas, puis on pourra avoir une ou deux équipes dans le 502, une au 503 et les autres en bas pour que vous puissiez faire le test de feedback comme il faut, que vous puissiez quand même fonctionner correctement. C'est plus facile de le faire comme ça. Puis, écoute, on peut l'utiliser, notre labo. On n'est pas obligé de se cantonner tout un par-dessus l'autre dans le 502. On a quand même de l'espace.
Il va y avoir l'ajout de programme. La correction de l'examen. Je vais plutôt vous donner votre examen si vous avez des questions sur l'examen théorique, vous viendrez me voir. Mais je vais vous donner votre copie de l'examen pratique et si vous avez des questions, vous viendrez me voir. Et vous avez également, ne pas oublier, remise des impressions numéro 3 d'ici 18 h aujourd'hui pour la correction des impressions. Question? Ça va? Good. La semaine prochaine, le laboratoire la semaine prochaine va être un peu différent. Je vais vous montrer on va voir Signa, mais c'est-tu la semaine prochaine ou l'autre semaine? En tout cas, éventuellement, il va y avoir ce qui va être important, je vais vous le rappeler aujourd'hui, ce qui va être important aujourd'hui dans le laboratoire, c'est que vous allez devoir, ça va être important de donner les instructions à la tête, aux patients. Parce que dans un laboratoire, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est l'autre semaine, vous allez devoir vous enregistrer en faisant les manœuvres. Donc, en donnant les instructions. Puis ces vidéos-là, on va les analyser parce que c'est important que vous ayez le bon vocable et que vous le donniez au bon moment. C'est pas là, ça va, là, en laboratoire, on le dit, là, mais vous allez vous enregistrer. Si ce n'est pas la semaine prochaine, c'est l'autre semaine. Donc, si vous travaillez en équipe de 2, c'est fort, en tout cas, peut-être en équipe, peut-être encore avec les têtes, ou en tout cas peut-être sur vous autres, je n'ai pas encore déterminé, là, mais ça va être important de donner l'instruction et de vous enregistrer en le faisant, puis qu'on puisse revoir ensemble par la suite. Là. Probablement que le laboratoire suivant, on s'installera peut-être, mettons, équipe par équipe, puis analyser les vidéos. Peut-être pas les mettre au complet à l'écran devant tout le monde, de dire « Ah, Roxane, D ou B », c'est tout dépendant de la Roxane, là, parce que je vous dis dans mon milieu d'écran, c'est pour ça. C'est pas, tu dis « Ah, Roxane, regarde, tu as dit ça, tu as dit ça ». Ça peut être un peu humiliant des fois, ça peut être moins, tandis qu'en équipe, moi avec l'équipe ou moi avec l'étudiant, on pourra faire ça dans le laboratoire suivant ou qu'on puisse travailler à ce niveau-là pour que vous puissiez avoir la bonne chose et apporter les correctifs nécessaires. Pardon. Voilà. Donc, aujourd'hui, prenez le temps, je vous en ai parlé la semaine passée, mais cette semaine, prenez le temps de bien vous exercer et de donner les bonnes informations aux patients. Parce que d'ici 1 ou 2 laboratoires, vous allez vous enregistrer. Je sais que vous ne tripez pas, mais on en fait beaucoup de vidéos. C'est le même qu'on s'améliore en se voyant. Voilà. D'autres questions, commentaires? Ça va? Good. Fait que pour ceux qui ont de la route à faire, il fait beau, il fait soleil, sortez vos lunettes de soleil. Ce matin, le soleil se levait quand je m'en venais, puis c'est bizarre, le soleil se lève vers l'est, fait que gros soleil orange. Quand je suis sorti de la maison, j'avais la lune puis le soleil qui se levait. Après ça, j'avais le soleil dans le visage, fait que c'était pas. Fait que soyez prudents, puis on se voit tout à l'heure pour ceux qu'on se voit à midi, puis pour les autres, à 15 h. Salut tout le monde!